Marie-Blanche. Ça va être les 400 coups, mais pas les 400 coups de Jean Constantin. Ça va être les 400 coups du, je crois, 88e épisode de Cash Out avec Sébastien Lafont. Ravi de te retrouver, Sébastien. Ravi d'être là, Thomas. On va raconter l'histoire de la session. Bienvenue. L'histoire de la session de meilleurs agents au groupe Axel Springer. On va parler aussi de ta nouvelle boîte, car tu repars les mains dans le cambouis avec un projet au moins aussi audacieux. Donc je fais un petit tour de table. J'ai effectivement, tu l'as cité, l'immense plaisir de retrouver mon compère Sacha. Ravi de te retrouver. Salut Thomas. Kenza. Ravi. Kenza El Alaoui est également avec nous, banquière privée chez Neuflize OBC, notre partenaire. Salut Kenza. Et évidemment, vous toutes et tous qui nous suivez, a priori toujours de plus en plus nombreux, donc merci pour vos retours. N'hésitez pas à nous partager quelques-uns de vos sentiments suite aux échanges qu'on va avoir avec Sébastien. Je parle un petit peu pour remettre un peu de son. Ce qui est bien avec une chanson comme ça, c'est qu'on peut parler par-dessus. Et alors les 400 coups, c'est ce que tu as choisi pour nous parler de toi. Ouais. Bah, c'est mon film préféré. Je suis grand amoureux de cinéma. C'est un film qui, comme beaucoup d'autres, m'a profondément marqué. Je suis un grand fanat de Truffaut. C'est un film sur l'enfance. Et je trouve important de rester connecté à l'enfant qu'on a encore en nous. J'essaye d'avoir ça chez moi. Et je trouve que les échanges qu'on peut avoir avec des gens qui ont cette connexion avec leur enfant intérieur, ces échanges-là sont souvent plus riches. Quand tu dis ça, je ne sais pas à quel point ça parle aux gens. Est-ce qu'on est en train de se demander, attends, où est l'enfant que je suis? Où est l'enfant que j'étais? Et comment tu l'écoutes, cet enfant? Écoute, j'essaye d'être à l'écoute de moi-même. Je ne vais pas partir dans une grande discussion philosophique, mais je nous vois avec un peu une comme musique comme ça, on pourrait, ferme les yeux. Je nous vois un peu comme des plantes. Tu vois un peu comme des arbres. Quand tu coupes un arbre, tu vois qu'à l'intérieur, en fait, la tige naissante, elle est là, hein, et on voit les différentes cernes à l'intérieur qui correspondent chaque fois à une année, une saison. Et tout ça est bien resté au cœur de l'arbre. Alors on peut avoir fabriqué une écorce assez épaisse et oublier qu'on a été un jour cette petite pousse sortie de terre, ou alors avoir conscience qu'elle est toujours là. Et c'est pareil. Et pour la nous. réalité, c'est que la sève passe partout. Elle passe partout. Ouais. Elle passe partout. Et je pense qu'on est ces plantes qui ont poussé, qui ont grandi. Et je crois que on s'endurcit, mais c'est dommage de ne pas avoir conscience de toutes les étapes par lesquelles on est passé. Alors, il ne s'agit pas d'avoir un comportement infantile, mais la conscience de qui on a été comme enfant, je pense que c'est quelque chose qui nous rapproche de ce qu'on est au plus profond, et c'est intéressant. Alors, pour parler à l'enfant qui est en toi, je te propose une partie de Cash Out. Tu vas pas nous faire pleurer, hein, Thomas? Je sais pas. Ça arrive. Ça m'arrive. C'est vrai? Ok. Ah oui, ça nous Il faut qu'on arrive. cherche à le faire pleurer? Non, c'est pas un pari qu'on prend. D'accord. On a un grand sensible avec nous. Mais on va parler de Cash Out, en l'occurrence avec la session. Je sais pas si je l'ai dit, je crois que maintenant c'est communicable, en tout cas ça l'était peut-être déjà au moment de la session, mais vous avez cédé pour environ 200 millions d'euros. Oui. Ouais. Donc un groupe allemand. Oui, tout à fait. C'est pas environ, c'était 200 millions d'euros en cash. Tout pile. Oui, ça a été communiqué, oui. Ok. Et ben on va raconter tout ça, parce que derrière des chiffres, il y a surtout une aventure, Bah oui. des hauts, des bas, et si t'es là aujourd'hui, c'est pour livrer et préparer la nouvelle génération d'entrepreneurs à faire au moins aussi bien que toi et à éviter quelques conneries qu'on fait tous. Oui, ou faire les mêmes et puis et y arriver quand même. Bah oui. Exactement. Mais oui. Pour nous plonger dans le jour de la signature, tu as choisi de partir avec... je les découvre à chaque fois en même temps, c'est une tuerie.
know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you peut rester des heures. Hein. And you know I'm gonna treat you right. You give me Alors ça, c'est le jour du closing. C'est chaud. C'est chaud, je pense que Thomas m'a demandé de choisir une musique qui correspondait à mon mood, avant. Le jour, mais avant. Et je suis à Berlin, on est 3 membres de l'équipe. Et on s'est habillés tous les 3. Il y a Julien Chessial, cofondateur, il y a Thibaut Remy, qui est notre CFO à l'époque. Et moi, on est habillés tous les 3. J'avais dit, voilà, costume bleu, chaussures noires, chemise blanche. Et on sait qu'on va rencontrer tout le board de Axel Springer. C'est pas le closing auquel j'ai pensé, c'est le moment, c'est plus important en fait. C'est le moment où on rencontre tout le conseil d'administration de Axel Springer qui va prendre la décision. Hein, les discussions ont déjà eu lieu depuis un certain temps. C'est le comité. Ouais. Et le boss d'Axel Springer, il s'appelle Matthias Döpfner, il fait 2,11 m. Et donc, il a des mains qui sont longues comme mes bras. Et il est sympa, mais il est terriblement impressionnant. Il est au milieu, et puis il y a tout son staff autour. Et on va se retrouver donc au siège de Axel Springer, en plein Berlin. Et le matin, je suis là, avant de partir. Et bien sûr, il y a une certaine tension, mais j'adore ce moment. J'adore ce moment. Ça s'entend, là. Ah, j'adore ce moment parce que je sais que j'ai Julien et Thibaut, j'ai l'équipe qui est derrière, on est super préparés. On est super préparés. Ça va être difficile parce qu'il va y avoir beaucoup de tension. On ne pourra pas commettre d'erreurs. Mais en fait, moi et je pense beaucoup d'entrepreneurs, on vit tout ça pour vivre des moments comme ça. Et ça en fait partie. D'intensité et la température monte, tout le titre que j'ai choisi. Mais c'est chouette en fait. Et c'est pas quelque chose qui va... Oui, c'est pas la température du feu de l'enfer là. Non. Il y a quelque chose de chaud. Ah ouais, il y a une intensité dans l'intention, dans l'envie, dans la concentration. La séduction. La séduction, tout. Et puis aussi la capacité d'écoute. Il faut être très réactif. Ça peut basculer aussi, hein, parce que dans ces moments-là, c'est un peu comme si vous rentrez dans une cage aux fauves, parce qu'on se teste. Et il y a un moment où Matthias Döpfner me regarde droit dans les yeux, il me coupe la parole en pleine présentation et il me dit « Mais bon, Sébastien, pourquoi est-ce qu'on rachèterait 100% de la boîte ? Ça veut rien dire, on va vous racheter une partie, comme vous êtes là, sinon vous n'allez pas être motivé. » Et donc là, si j'hésite, je peux tomber dans un gros piège. J'hésite pas. Dans la seconde, je lui dis, écoutez, nous, on a des offres concurrentes de fonds de private equity. Si on vend un industriel, on vend tout. Ou alors, on vend rien. Vous prenez le contrôle de la boîte, on va exécuter votre stratégie. Ça, c'est OK. Mais on garde pas dans la boîte de part. Vous pouvez nous en donner au-delà, dans le groupe, mais on vend 100%. Et ça, et j'ai pas décidé. Et je sais qu'à ce moment-là, il faut être très, très là concentré. Que ça joue, ouais. Oui. Alors, je sais pas si j'avais hésité, si ça aurait complètement changé la face des choses, mais quand même, on sent dans ces moments, c'est le regard du grand fauve en face de vous. Il sait s'il va pouvoir vous dévorer ou s'il doit un petit peu vous respecter. Quand tu disais, c'est une préparation pour des moments comme celui-ci, tu t'es fait en bon enfant que tu étais, le petit jeu d'imaginer tout ce qui pourrait se passer, toutes les questions, et en vrai, tu peux pas tout prévoir. Non, je suis pas comme ça. Ouais. Non. Je suis pas très polar. Parce que t'avais prévu la tenue des 3 quand même. Ah oui. Enfin, non, je suis sérieux. Non, je suis sérieux. J'essaye d'être professionnel, mais je suis pas polar. Je suis pas du tout du genre à faire toutes mes fiches, etc. En revanche, on est préparé, c'est-à-dire que on fait des choses... on est professionnel, on sait que ce qu'on a présenté est sincère, et ça évite d'avoir à trop préparer les trucs, etc. Parce que c'est plus facile. Attends, oui, on n'a pas. On avait dit quoi déjà ? Non, voilà. On avait dit quoi ? Non, ça aide énormément. Et comme moi, je suis pas quelqu'un qui a énormément de mémoire, j'ai tendance à être assez carré, à dire ce que je pense et à dire ce que je crois être la vérité. Ça me simplifie beaucoup la vie. T'es préparé, pardonne-moi Sacha, je vois que tu voulais y aller, mais je garde Sébastien 2 secondes là-dessus.
t'arrives préparé, mais est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu sais qu'il y a des faiblesses à ce moment-là, dans la boîte, sur tel ou tel sujet, ou potentiellement, sans que ça mette tout à risque, tu sais que ça peut être un point? Oui, parce que probablement, notre tout dernier mois, on a eu des chiffres qui étaient un peu plus soft, un peu en deçà de ce qu'on avait prévu. On avait tous les arguments pour montrer qu'en fait, ça allait être très vite rattrapé. Et on avait fait un papier, d'ailleurs, là-dessus, avant même qu'ils nous posent la question. C'est mieux. C'est mieux, mais c'est quand même embêtant. Ouais. Je m'attendais à ce qu'on vienne nous chercher là-dessus. Ils sont pas venus nous chercher là-dessus. Mais bon, il y avait ça. À aucun moment, ils sont venus vous chercher là-dessus. Là, Pas pendant ce comité. À d'autres moments. Si, bien sûr. L'équipe ça, de due deal de Axel Springer, oui. Négo, ouais. Ils sont venus appuyer, etc. Il fallait tenir le fort. Oui, bien sûr. D'accord. Évidemment, et c'est dans la logique des choses. Et donc, pour toi, ce jour-là, en fait, ce fameux comité, cette rencontre avec tout le board, etc., ça c'est le point d'inflexion. Oui. Bon, on va quand même aller, parce que je pense que c'est quand même un moment important, on va quand même aller au jour du closing. Alors, ou le signing, ou le closing, ça dépend des deals, là où vraiment, voilà, tu sais que le deal est réalisé. Jusqu'à ce moment-là, le deal n'est pas fait. Et comment toi tu vis cette journée-là, en fait? Comment toi tu vis ce moment où, une heure avant, rien n'est fait et... Je suis tranquille. Je suis désolé parce que je pourrais dire que je suis... On a eu de tout. De fébrilité incroyable. Non. Si c'était toujours la même histoire, on aurait fait un épisode, Sébastien. C'est la tienne qu'on veut. J'aurais été dedans. Ok. Non, même pas. Non, j'étais... En fait, c'est pas de la fébrilité. J'ai parlé de l'enfance. Il y a une phrase de Baudelaire qui dit « Le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté ». Non pas que je me prenne pour un génie, c'est pas ça, mais il veut dire par là qu'en fait, on gagne beaucoup à retrouver notre capacité d'émerveillement, celle qu'on avait quand on était petit et qu'on voyait quelque chose pour la première fois. Et j'arrive à cette journée de closing, je sais que c'est un moment que je vais pas vivre 100 fois et je veux en profiter complètement. C'est ça l'état d'esprit dans lequel je suis. Donc je suis concentré, je suis professionnel, mais je suis aussi détendu, je suis assez léger. Il y a des gens autour de moi qui font les trucs, les avocats sont au top, le CFO fait le truc. Donc déjà, ça va bien se passer. Moi, j'ai pas un rôle très important ce jour-là, puis c'est mécanique en fait. Et j'ai envie vraiment de jouir de ce moment. Ça, c'était très important pour moi. Puis après le closing, on est allé déjeuner, on est allé à la Tour d'Argent. C'était fabuleux. On a tellement profité. Et voilà, et c'est ça ma question. T'as vraiment réussi à tout s'est passé comme t'avais prévu, ou en tout cas pas. Je parle pas des détails, mais je parle vraiment de profiter du moment. Il y a aucun truc qui est venu te gâcher le moment. Non. Il y a eu une journée homérique. Entre les deux meetings dont on a parlé, le comité et le closing. Ah bah pardon. Pas tout. Non, mais... alors mais je sais que tu es... Non, parce que si tu nous le dis pas là, on sait pas qu'on y va après. Donc, d'accord, ok. Non, ça me va bien. Mais j'ai remarqué déjà tout à l'heure que tu étais un professionnel du suspense et volontairement, je laisse patienter. Donc tu passes plusieurs heures le matin, du coup, si je comprends bien, s'il y a un déjeuner après, le matin, dans une énorme salle. 2 heures, oui. Oui, chez les avocats, oui. 2 heures, d'accord, c'est assez... Ouais, c'est assez rapide. Oui, parce que tout est prêt. C'était quoi en 2017 2019. 2019, d'accord. T'étais déjà au numérique ou non, il y a pas mal de papiers, mais ça tourne. D'accord, bien organisé. Oui, parce que les avocats ont fait en sorte que ce soit le même document qu'on signe tous, ça va assez vite. Et donc, ce qui est pas forcément commun, vous avez enchaîné avec un déjeuner de closing. Oui. Où il y a tous les gens qui étaient autour de la table. Ah non. C'était notre déjeuner, nous d'équipe. D'accord. On a eu le déjeuner, ou le dîner plutôt de closing, un mois après, financé par la banque d'affaires, Jefferies. D'accord. Là, c'était autre chose. Et là, tout le monde était là, oui. D'accord. Là c'était juste vous, les cofondateurs. Oui, plus notre CFO, oui. D'accord, ok. Tu penses à quoi c'est signé, c'est validé. C'est quoi la première pensée qui te vient? On n'a pas le cash à ce moment-là. C'est-à-dire que normalement, ils doivent faire le virement. Bon, et un virement de 200 millions d'euros, c'est quand même quelque chose. Bon, c'est pas 2 milliards, c'est pas 20 milliards, c'est quand même des sous. Oui. Et, parce qu'il n'y a pas de titre et tout, c'est vrai, c'est du vrai argent pour le coup. Oui.
Et quand on sort de là, c'est pas payé. J'ai pourtant signé un document et où je leur fais confiance. Parce que je m'entends très bien avec le numéro du groupe, avec qui j'ai dîné hier soir, Andreas Wille. Et on s'est regardé dans les yeux et j'ai dit c'est OK, il n'y a pas de sujet. Mais la confirmation du virement, elle va arriver pendant le déjeuner à la Tour d'Argent et c'était quand même... C'est bon, on a de quoi payer. Ouais, ça y est. On a de quoi payer. Non, ça c'est vrai qu'il y avait cette minuscule petite tension. Mais là encore, je pense que ça pesait plus sur les épaules de mon CFO qu'autre chose. Et ça, c'est le bonheur de l'équipe. Et quand on est entouré de gens compétents, lui prenait cette pression. Il y a d'autres moments où c'est moi qui pouvais la prendre. Là-dessus, il prenait la pression, il allait suivre le truc. Donc j'étais tranquille, en fait. Je sais pas si on a le droit avec la loi E20, mais tu te souviens de ce que vous avez bu pendant ce déjeuner? Je pense qu'on a bu du Meursault, un très très bon Bourgogne blanc. J'ai oublié lequel. Je pense qu'on a pris un champagne, un blanc de blanc, lequel j'ai oublié, suivi de Meursault, et on a très 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 bien déjeuné. Ouais, on a très bien déjeuné, on s'est vraiment fait plaisir, ouais. Je reviens... Alors déjà, tu l'as dit, c'est pas 2 milliards, ok, mais 200 millions, c'est pas rien. Après, on peut toujours se dire quel est le niveau... parce que moi, je voulais aller à 2 milliards, je voulais pas vendre la boîte, moi. Petite info, on va les creuser après, parce que je voulais pas vendre la boîte, moi. Ça aura son poids aussi, peut-être dans les négos. Néanmoins, je connais pas d'où tu viens, mais ça change une vie, des montants comme ceux-ci. T'as une pensée pour tes parents, pour là d'où tu viens, pour refaire un peu le parcours en disant j'ai quand même là, et certes c'est qu'un montant, mais c'est aussi la fin d'une aventure que t'as amené jusqu'à un endroit qui a intéressé un grand groupe. Il y a pas un petit sentiment de fierté, de mission en partie accomplie, même si si t'as pas eu les 2 milliards? Évidemment, non mais il n'y a pas de doute, à ce moment-là on pense quand même que c'est un succès, et je pense toujours que c'est un succès. Mais t'allais dire un mais. C'est le partage, tu vois, parce que j'ai écrit un bouquin à la suite de tout ça. Et dans la conclusion, je parle de ma petite maman, qui n'était plus là. Et elle était là au tout début de l'aventure, et quand j'ai dit, tu sais, je vais monter un truc dans l'immobilier, sur Internet, ça va être bien, elle était complètement affolée. Disant, mais non, tu vas te faire pourrir dans ce secteur, c'est pas du tout pour toi, c'est quand même un secteur où les gens se comportent pas très bien. Déjà petit, tu rangeais pas ta chambre. Ah si, je rangeais ma chambre. Non. Donc elle était inquiète, et le fait de pas pouvoir partager ça avec elle, mon père était mort beaucoup plus tôt, mais bon, ça m'a manqué. Mais bien sûr, j'ai une pensée pour elle, et c'est ce que j'écris dans mon bouquin, c'est que c'est vrai que j'étais en transmission par la pensée, dire voilà, tu vois, t'étais inquiète, mais on a fait le job, et on a essayé de faire les choses correctement. Et ça va bien pour nous. Et ça va bien pour nous, et puis je crois qu'on s'est pas trop mal comporté, parce qu'il y arriver, et je crois c'était important pour nous 4 cofondateurs, et puis après les gens formidables qui nous ont rejoints, c'est que on fasse les choses d'une certaine manière, c'est-à-dire en respectant certaines choses, parce que voilà, on voulait pas être des voyous. Alors, quand tu dis ça, c'est assez énigmatique, et en même temps, c'est quoi dans le partage de la valeur que... Plein de choses. Alors, on n'est pas forcément exemplaire, partage de la valeur, parce qu'on pourrait toujours faire mieux, mais la manière de se comporter avec les gens autour de nous, d'essayer dans la mesure du possible de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, de reconnaître nos erreurs, d'agir avec franchise. Voilà, encore une fois, on n'était pas des saints, on a sûrement commis des erreurs, mais on a toujours eu cette intention d'agir avec un maximum d'intégrité. Et ça, c'était aussi très important pour moi. Et quand on rejoignait le groupe, Axel Springer, pour moi, j'avais en face de moi des gens en qui j'avais une très grande confiance. Et Andreas Wille comme Matthias Döpfner, c'était des gens qui me semblaient partager certaines de nos valeurs. C'était important. J'avais l'impression qu'on confiait meilleurs agents à une boîte qui allait, des gens bien, qu'elle allait pas la dévoyer. Ouais, ça c'était super important pour moi. Alors je sais pas si c'est le bon moment pour en parler, mais peut-être que ça reviendra pas. Peut-être que c'est même la transition, peut-être pour la suite. Tu peux nous expliquer le titre du bouquin que tu as écrit et publié, donc je viens de le commander. Le titre,
C'est trop mignon. Merci Sacha, ça fait une vente de plus, ça fait 19 €. Je sais pas combien je touche sur 19 €. Oh, pas 19 € en tout cas. Non. Mais merci beaucoup. Le titre du bouquin, c'est « On voit bien que vous n'y connaissez rien ». Que pas forcément un titre très vendeur, mais moi ça me faisait marrer et les gens des rôles ont pas été contre. Et en fait, c'est la phrase qu'on me ressortait régulièrement au début quand on pitchait Meilleurs agents à des gens du sérail, à des agents qui nous disaient « Mais attendez, votre histoire de bosser avec les notaires, de faire la transparence sur les prix de l'immobilier, de faire des partages de commissions avec les agents, de leur vendre une nouvelle solution, etc. De demander aux gens s'ils avaient vraiment l'intention de vendre. » On voit bien que vous y connaissez. Ah non, mais voilà. C'était. Et alors, bon, c'est très déstabilisant quand on entend ça. Mais à la fois, quand on est entrepreneur et quand on est dans une logique de disruption, on est bien là pour faire des trucs qui n'ont pas été faits. On va raconter, Sébastien, si tu veux bien, l'aventure. Je peux pas finir mon histoire, là. Justement, faut que je me taise maintenant. Parce que Sacha, il m'a posé une question. Moi, je suis poli de répondre. Non, justement, mais j'ai répondu, Sacha, ou pas? C'est une bonne transition. Ouais. Tu vas pouvoir continuer d'y répondre, en fait. Ouais. Ok, les garçons. Ouais. Je fais comme vous dites. Parce que là, on flashback vers justement les débuts de l'aventure. Ah, très bien. Je connais cette musique. C'est toi qui l'as choisi. C'est vrai? Ouais. The Burglars. Morricone, Belmondo. C'est vrai. On est très musique de film. Bah oui, on se refait pas. Il y a de la voix dessus? Non. Non. C'est que un instrumental. Alors bah tu peux commencer à répondre à Sacha alors. Tu peux poursuivre ta réponse à Sacha. Sur le titre. On voit bien que vous n'y connaissez rien. Oui, voilà, donc c'est assez déstabilisant. Et en même temps, si on veut disrupter, on n'a pas envie non plus que les gens vous disent « Oui, bah bien sûr, oui, bien sûr ». Donc bon, je pense que tous les entrepreneurs, et j'en ai deux à mes côtés, on sait ça. Bon, j'ai bien raison de persévérer parce que moi, je vois un truc que les autres n'ont pas forcément vu. Et en même temps, oulala, si ça se trouve, je vais complètement dans le mur. Et ils ont raison. Et je rentre dans une grande machine à baffe. Donc, c'est un mélange entre les deux, en fait. Pour le tome 2, je savais bien que je n'y connaissais rien. Oui, c'était vrai. C'était vrai. Non, j'ai pensé à un autre titre, d'ailleurs, et j'en ai parlé à ma compagne qui me l'a rappelé pour un autre bouquin, en disant « Ça s'est pas passé comme prévu. » Ça se passe jamais comme prévu. La seule chose qui se passe comme prévu dans Cash Out, c'est que ces musiques, elles ont un sens. Je vais volontairement faire une petite parenthèse avant de rentrer dans ce qui a fait le succès de Meilleurs Agents. La question, c'est toujours qu'est-ce qui fait qu'on arrive là. Et il me semble que c'est justement la question que tu voulais aborder, Kenza. Kenza El Alaoui, je rappelle, banquière privée chez notre partenaire Neuflis OBC. Sébastien, les plateaux, les micros sont à toi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Quand je regarde votre CV, je vois une grande école de commerce, une première expérience dans une banque prestigieuse, alors que votre avenir semblait tout tracé. Qu'est-ce qui vous a fait switcher et avoir envie de devenir entrepreneur? C'est une très bonne question, Kenza. C'est peut-être justement avenir tout tracé. Ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus excitant. Je crois que... Quand tu connais la fin de l'histoire, c'est moins... Moi, j'adore la vie. Je suis quelqu'un de très, très vivant, très enthousiaste. Je m'émerveille facilement de beaucoup de choses. Et je pense que j'ai un appétit de vie, un appétit de découverte des gens, des choses. Et donc, tout ce qui peut ressembler à une voie tracée va pas me satisfaire. Donc, je pense que la rupture ou la recherche d'aventure était probablement programmée en moi et que ce démarrage qui pouvait ressembler à un démarrage classique allait m'amener à faire des choses peut-être un peu différentes. Ça correspond vraiment à ma personnalité. Il y a plein d'écoles possibles, mais j'en vois déjà au moins deux assez évidentes. Soit tu pars pour monter une boîte sans savoir encore ce que tu vas faire, soit à un moment tu as l'opportunité qui t'incite à faire ce switch. C'est quoi ton histoire ? Moi, les ruptures, il y en a eu plusieurs, parce que ce qu'évoque Kenza, bon, c'est vrai, moi j'ai commencé, j'ai eu 3 carrières. J'ai une carrière de banquier d'affaires, après j'ai été capital risqueur, et après j'ai été entrepreneur. Mais déjà,
dans la banque d'affaires, j'ai fait une première rupture, parce que c'était chez JP Morgan, et là, effectivement, dans la finance, et ça se passait bien, j'aurais pu rester. J'ai quitté cette banque-là pour une banque californienne où mon contrat tenait en une demi-page, c'était pas vraiment un contrat, ça s'appelait Employment at Will, et si le boss, le matin, m'aimait plus, ou je lui avais fait bonne impression la veille, il pouvait me virer dans l'instant. Je suis parti là à Boston, pour faire un métier que je ne connaissais pas, accompagner des boîtes de tech américaines dans leur introduction au Nasdaq ou pour des opérations de M&A, c'était vraiment déjà l'aventure. Et quand je suis parti de Morgan à ce moment-là, il y a plein de gens qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Alors, c'était la moitié des gens qui disaient « C'est génial, c'est l'avenir, on adore ce truc et tout. » Puis l'autre moitié, qui était assez poli, qui n'osait pas me dire que je faisais une énorme erreur. Mais je sentais que pour eux, c'était quand même c'était trop dangereux, trop risqué. Bon. Et voilà. Et donc, par la suite, ça a été en fait des mouvements progressifs vers il y a une prise de risque graduellement de plus en plus importante. Et ça me caractérise parce qu'en fait, je suis quelqu'un, je vais pas me qualifier de peureux, je suis quelqu'un de prudent. C'est-à-dire que je prends des risques calculés. Quand je suis parti aux États-Unis avec cette banque qui pouvait me mettre dehors du jour au lendemain, j'avais un peu d'économie déjà, j'avais pas tout dépensé. Je vivais toujours au-dessous, mon train de vie était toujours au-dessous de ce que je gagnais pour avoir cette sécurité et du coup pouvoir prendre des risques. Après, j'ai monté un fonds de capital risque, etc., en quittant une autre banque. Et là, je suis parti de zéro. Là aussi, pour un métier que je connaissais pas, avec des gens que je connaissais pas. Mais j'avais un petit pécule. Et à chaque fois, je fais ma pelote et tout. Et quand je suis revenu en France et que j'ai monté ce business dans un secteur que je connaissais pas, j'avais aussi un peu assuré mes arrières. Donc, je pars à l'aventure, mais c'est un peu comme le gars qui va faire du saut en parachute. Il a un ventral. Je vais essayer de tirer tous les fils de toutes les pelotes pendant l'heure et demie qu'on va passer ensemble. J'ai tout dit, moi. Ça y est, c'est bon. Ça va, ils savent tout maintenant. Mais il y a aussi, parce que tu viens pas d'une famille d'entrepreneurs, il y a aussi un moment, certains entrepreneurs que tu vas observer qui vont aussi faire partie de ces petits signaux faibles, mais qui à la fin font le déclic, je saute le pas. Tu parles de ma famille, c'est intéressant parce que maintenant, je commence à avoir un peu de recul. Et mieux comprendre pourquoi j'ai fait telle ou telle chose. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur moi-même. Je viens d'une famille de militaires et d'artistes. Et quand je regarde mon parcours, finalement... Ça ressemble beaucoup à ça. Ah ouais. De la discipline. Il y a le côté militaire. Et de la alors, militaire, c'est des marins. Donc, c'est des gens qui vont à la découverte des gens et des autres et du monde. Donc, ça, c'est cette curiosité du monde et d'autres cultures, une forme d'ouverture. Ça, c'est chouette. Avec la rigueur. Le respect de la parole donnée, l'organisation, le travail d'équipe, etc. Équipage, c'est très proche. Artiste, j'ai un grand-père sculpteur, ma grand-mère était artiste aussi. Créer quelque chose à partir de matière. Oui, la création. Et partir de zéro et chercher quelque chose qui répond à une forme d'esthétique. Et ça, on peut trouver ça aussi dans le business. C'est là, tu vois. Donc, probablement, je suis, même si ça se voit pas directement, le produit de tout ça. Le produit, tout ça. Alors après, ça s'est exprimé dans l'entreprise, mais un peu à ma manière. Voilà. Alors après, il y a des rencontres. Tu me mets sur une piste, oui, c'est vrai, je suis chez JP Morgan et en 94, je rencontre deux entrepreneurs incroyables, Denis Père et Bernard Liotto, qui sont en train de préparer la mise en bourse, l'introduction en bourse de Business Objects, société de logiciels, ils viennent d'Oracle, première européenne, qui va aller au Nasdaq. Et je vois ces deux garçons, je suis fasciné par leur parcours, leur enthousiasme, leur culot. Ils m'ouvrent complètement les yeux sur plein de trucs et je me dis, bon ben voilà, tu es en train de t'encrouter là, il faut faire comme eux. Sauf que, bon, ça m'a pris pas mal de temps de voir comment j'arrivais à me mettre sur les rails de l'entrepreneuriat. Alors, on n'est pas en train de s'encrouter, mais moi, je vais nous remettre sur les rails S'il te plaît, remets-moi un peu sur la voie. Et donc, non, c'est moi qui fais des parenthèses dans les parenthèses, mais on va repartir de pourquoi de cette chanson, The Burglars, et donc pour parler de toute la naissance de Meilleurs Agents, et on va aller assez vite, mais j'ai besoin que tout le monde comprenne ce qui a fait le succès, les hauts, les bas, jusqu'à la session finale. Et pour ça, je veux d'abord que tu m'expliques pourquoi cette chanson. The Burglars, c'est un film avec Jean-Paul Belmondo, c'est une musique d'Ennio Morricone. Le titre français, c'est Le Casse. Évidemment, bon, c'est à prendre au second degré. Vraiment au second degré. Mais comme on n'est plus là, je peux te dire des choses comme ça. Un de mes grands rêves, ça a toujours été de faire un casse. Mais comme je suis un garçon, plutôt honnête,
L'idée, si on fait comme tu disais peureux et que la prison te tentait peut-être. Voilà. Non, mais blague sous à ta part. veste, on le dit pas, mais il y a des gros tatouages qui... C'est Sacha qui a ça. Sacha m'a expliqué quels étaient ces tatouages. Je peux balancer si tu pousses. Et non, le cas, c'est intéressant parce que derrière ça, il y a... C'est l'idée d'une équipe pour organiser. Ouais. Les gars sont très pros, ils s'organisent, ils sont très complémentaires, ils ont un objectif clair. Il y a des risques. Il y a des risques, il y a la tension, il y a la fièvre, il y a tout ça. Et on y va ensemble. Et c'est millimétré. Et c'est millimétré, exactement. C'est vrai. Il y a un côté détendu, mais détendu. Tu sais, il y a des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui sont certains militaires, des gars dans les forces spéciales, ou il y a des gens que je vais voir de temps en temps au 2e régiment étranger de parachutistes, qui sont des légionnaires à Calvi. Les gars sont tellement détendus. Mais pourquoi? Ils s'entraînent comme des bêtes. Les mecs, ils sont super costauds, ils ont rien à prouver, ils sont polis, ils sont simples. Et pourquoi? C'est des brutes. C'est des brutes d'entraînement. Et c'est aussi une manière d'évacuer de la pression qui est inhérente à ces métiers-là, peut-être? Peut-être, mais c'est surtout que quand tu es très, 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 très entraîné et tu sais ton truc, t'es pas dans une logique de la péter, de machin. Tu peux commencer à être plus détendu. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour ces gens-là, parce que eux, c'est des gens qui, pour en pâtir de risques, sont prêts à prendre le risque ultime, parce que c'est des gens qui sont prêts à donner leur vie pour nous. Hein. On n'en parle pas souvent, on en parle peut-être un peu plus maintenant dans le contexte qu'on connaît. Mais bon, ces gens m'impressionnent, et plus ils sont pros, plus ils sont cool, et c'est des gens d'une modestie, d'une humilité extraordinaire. Donc, pour moi, il y a des choses à apprendre chez eux. La gestion du stress, c'est un des sujets numéro 1 chez eux. Donc, et le travail d'équipe, la complémentarité, la subsidiarité, la confiance, l'entraînement et la gestion du stress, effectivement. Ouais. Voilà. Alors toi, tu étais pour ce casse aux explosifs, au hacking de la banque. On va arrêter là, arrêter là l'analogie. Voilà, c'était un clin d'œil, Thomas. C'était juste un clin d'œil. Ah, mais attends, non, monter une entreprise et développer une entreprise, ça n'est pas faire un casse. Voilà, c'était juste une blague. Mais si on revient sur les débuts, je sais pas à quel point on peut tout raconter, mais tu m'as dit que tu livrerais et que c'est aussi l'exercice de Cash Out, c'est partager un maximum d'insights. Donc tu m'arrêteras si tu veux qu'on s'arrête. Et puis on coupera au montage. Mais les débuts de l'histoire se fait pas avec la même équipe. Non, l'idée ne m'est pas venue. C'est en rendant service à un ami d'amis que j'ai aidé pendant 6 mois, on devait s'associer, et puis sur la toute fin, il a plus voulu bosser avec moi. Il avait plus envie de partager. J'ai vécu ça très mal, comme une grande déception. J'ai failli abandonner le sujet, mais à la réflexion, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Je lui ai écrit de la même manière. Oui, je lui ai écrit, je dis écoute, je suis très déçu que tu me laisses tomber, mais bon, bonne chance. Je vais faire quelque chose dans le secteur, ce sera différent. Et puis en avant. Mais effectivement, c'est pas moi qui ai pensé à ce secteur-là. Il y a plein d'entrepreneurs qui vivent ça, au début. Puis c'est aussi dur. Le moment où il vaut mieux se séparer là que... Sur le coup, ça a été très dur. Je l'ai hyper mal vécu. J'ai traîné mes guettes dans Paris, mon âme, je dirais, malheureuse dans Paris pendant au moins 15 jours. Je pense que j'étais vraiment pas beau à voir à ce moment-là. Oui, je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui connaissent ça. Et effectivement, sur le moment, c'est dur, mais c'est infiniment plus salutaire quand ça arrive avant que la boîte soit montée, qu'on ait un pack d'actionnaires, qu'on ait des investisseurs, etc. Bien sûr, c'est mieux. Pendant ces 15 jours là où tu as traîné tes guettes dans Paris, tu pensais à quoi? Bon, tu pensais pas forcément à continuer ça. Non. Ça, j'ai compris, mais tu pensais à quoi? C'était quoi ton remise en question? Qu'est-ce que tu as fait concrètement, traîner ces guêtres? J'ai déjà raconté, mais je suis allé par exemple un des premiers trucs que j'ai fait, je suis allé au cinéma, encore le cinéma, et je suis seul dans la salle à 14h. C'est génial ça c'est. Je suis seul. La transgression absolue. Pour moi, c'est un peu comme quand tu finis premier sur un concours à sortir avant tout le monde, tu te dis est-ce que je suis un génie? Ou est-ce que si je suis tout seul, c'est peut-être que j'ai foiré le truc? Non, mais là, je pensais pas que j'étais un génie. Oui, non, mais c'est ça que c'est comme si t'étais parti au Tibet. Non. Là, je pense que je suis pas un génie. Je suis le contraire d'un génie. Je pense que je suis en train de complètement planter mon CV. Si je pense, parce que je raisonne pas en termes de CV.
Non, mais ta carrière. Je suis rentré en France, j'avais lâché mon fonds de capital risque qui était déjà très établi. Bon, j'avais un peu de sous devant moi, mais personne m'attendait à aller me proposer un job en or à Paris. Moi, ça faisait déjà 10 ans que j'étais parti de France, personne m'attendait. Donc, ça faisait presque 1 an que je bossais sur des projets entrepreneuriaux. Avant ce projet-là, j'étais sur un autre truc que j'ai lâché parce que finalement, c'était pas le bon. Non, je me retrouvais vraiment embuté. J'ai eu d'énormes doutes à ce moment-là. J'ai pensé que j'étais nul. Donc c'est une petite traversée du désert, assez courte parce que 15 jours, c'est... Oui, mais c'est long dans la tête. Ouais. Alors, c'est pas au bout de 15 jours que je suis sorti. Au bout de 15 jours, j'ai mis un grand coup de pied au fond de la piscine et j'ai dit, je remonte, je vais faire un truc. Ça veut pas dire que c'était facile. J'ai mis des mois à remonter une équipe, à retrouver des gens. Mais qu'est-ce qui t'a fait qu'est-ce qui t'a fait taper? Qu'est-ce qui t'a, à un moment donné, t'a fait repartir vers le haut? Il y a eu un déclic ou c'est... Je pense que ça, c'est très personnel. C'est pour ça que ça nous intéresse. C'est qu'on va chercher au fond sa motivation. Et ma motivation, c'était de me dire, tu t'es mis dans cette situation parce que tu as envie de vivre ce que c'est la vie d'entrepreneur. Tu as été banquier d'affaires, tu as été investisseur en capital risque et tu t'es rendu compte que tu vivais pas complètement la vie d'entrepreneur. Tu viens de vivre ce moment difficile. Ok, c'en est un. Et si tu es un entrepreneur, tu dois être capable de survivre à ce moment-là. Donc c'est une épreuve sur ton chemin. Tu morfles, mais tu dois te prouver à toi-même, parce que c'est pas tellement le regard des gens autour de moi, ça me fait pas plaisir, mais le sujet c'est entre moi et moi. Tu dois te prouver à toi-même que tu es capable de surmonter ce moment-là. Et donc c'est vraiment la niaque, là. Entre moi et moi. C'est un moment de test, parce que soit je repars la queue basse et puis je vais chercher un job dans une banque et machin, je tape aux portes. Et puis voilà. Ou soit je me dis, ok, retrousse-toi les manches. Et c'est la deuxième option. C'est le jour où tu dis entrepreneur. Peut-être. Ouais. Oui, peut-être. C'est possible. Tu sais, oui. 10 ans auparavant, j'avais quitté une situation très confortable dans une banque pour monter un fonds de capital risque, mais j'avais pas du tout l'assurance de pouvoir le faire. Je me suis retrouvé à poil là aussi, avec une associée chinoise, un associé écossais, on n'avait rien monté. Là aussi, j'avais un premier saut dans le vide. C'est une succession, et c'est un peu ce que je disais à Kenza, une succession de sauts dans le vide. Un first time fund, vous aviez levé 180, c'est ça? Oui. Pas mal. Oui, mais avant de me lancer, je savais pas. Oui, évidemment. Voilà. Donc, mais voilà, c'est ce rapport au risque, j'ai besoin de faire des sauts, des petits, plus ou moins grands sauts, mais des sauts. Si je fais un saut juste là où on en était, c'est le moment de reconstituer l'équipe alors je vais arrêter l'analogie avec le casque, mais pour monter ce que va devenir en fait Meilleurs Agents. Je veux bien que tu nous, parce qu'on est là d'abord pour parler de la session dans Cachaude, mais que tu nous repartages très brièvement les points où était la valeur, les moments un peu durs qu'il y a pu avoir malgré les hypes aussi du début. Est-ce que vous aviez déjà cranté? On en parlait tout à l'heure, mais il y a eu un moment où ça aurait pu être en risque et vous avez su vous relever. Et puis après, on ira sur les négos. L'histoire de la boîte, c'est 2008, fondation, vente en 2019 et moi sorti en 2020. Quand on monte la boîte en 2008, on a envie d'apporter de la transparence au marché immobilier, parce que, notamment sur les prix, parce qu'on pense que les particuliers qui achètent, qui vendent, qui détiennent, qui transmettent de l'immobilier sont un peu à l'aveugle. Sur les tendances, ça monte, ça baisse, combien ça vaut. Personne ne leur dit vraiment la même chose et ils sont dans les mains de professionnels qui ont l'info. Et ça nous agace et on se dit, on veut fabriquer de l'information pour donner du pouvoir aux particuliers. Et on va faire en sorte que ce soit pas les particuliers qui payent, mais que ce soit les agents immobiliers pour qui la mise en relation avec des gens qui ont un projet, que ce soit eux qui financent. Et alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que avant cette data, c'est eux qui la détenaient, globalement. Eux et les notaires, oui. Ouais. Donc, en soi, ils auraient aucun intérêt de payer pour livrer de la transparence autour de data sur lesquelles gèrent la valeur. Donc, ce qui est intéressant, c'est comment vous avez twisté le truc pour un peu les obliger à embarquer dans l'aventure. Mais oui, parce que des asymétries informationnelles sont aussi des rentes. Bien sûr. Des rentes, parce que j'assèche le marché, je garde l'information, c'est mon moyen, effectivement, d'attirer les gens à moi. Et quand quelqu'un arrive et bouscule ça, ça fait pas plaisir. Mais en fait, mon credo,
c'est que celui qui gagne à la fin, c'est celui qui satisfait le client final. En cours de route, tu peux ne pas te faire que des copains. Mais pour satisfaire le client final, va falloir aller chercher cette data et embarquer ceux qui la détiennent. Exactement, et ça, c'est pas gagné. Il faut être un peu agile et patient. On se prend des coups, mais on avait la foi du charbonnier dans le fait que si, effectivement, on rend de vrais services au client final, c'est-à-dire le particulier, parce qu'on a monté ce site pour le particulier, qui achète, qui vend, qui détient de l'immobilier. Si on rend bien les services à ces gens-là, ils vont nous faire confiance, et que cette confiance, on va être capable de la monétiser auprès des professionnels, même si entre-temps, les pros auront fait les gros yeux. Mais que dans la durée, ça ne jouerait pas contre eux. Parce qu'en fait, ce qui aurait pu jouer contre eux, c'est qu'on cherche à éliminer les agents. Ça n'a jamais été notre cas. Mais de l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui est arrivé en premier ? Le trafic et la confiance des particuliers. Et le trafic et la confiance, elle repose sur un début de data que vous allez chercher quand même. Qu'on va chercher d'abord auprès des notaires de Paris, et avec beaucoup de modélisation mathématique. Et on a réussi, effectivement, on a gagné la confiance des notaires à Paris, et on a trouvé une organisation qui faisait que ça fonctionnait pour eux. Tu peux partager ou pas ? Je peux dire qu'effectivement, on ne pouvait pas acheter la donnée des notaires, et que on a proposé aux notaires de placer un serveur chez eux qui, avec nos algorithmes, allait calculer les prix sur la base de leurs données sans que jamais leurs données ne sortent. Et c'était une manière de location de données. Eux, ils étaient rassurés sur le fait qu'on n'allait pas pouvoir leur piquer leur base, ce n'était pas notre intention. Et nous, alors, c'est pas simple à organiser ça sur un plan mathématique avec les itérations, il fallait être drôlement organisé. Mais c'est ça qui nous a permis de craquer le truc. Alors, il y a peut-être un petit côté, c'est pas le casse, c'est pas bon comme analogie, puis ça leur ferait pas plaisir et ça rendrait pas justice à la confiance qu'ils nous ont fait. Mais non, mais gros de la valeur a été créé avec ça. C'est ça, et avec donc un très bon algorithme. On avait un premier directeur scientifique qui venait de Dauphine, qui était un mathématicien, qui avait pondu une grosse thèse qui prenait la poussière sur la valeur informationnelle des ventes répétées. Et c'est avec lui et une équipe de data scientists qu'on a mis le modèle en route. Et on a eu très vite à Paris une carte des prix précise à l'adresse, des outils d'estimation, et c'était révolutionnaire ça. Et ce qui est marrant, c'est que pour beaucoup de gens, on vous a dit mais il n'y a pas de tech dans Meilleurs Agents. Ça nous a suivis pendant des années, et ça me rendait dingue. Et la tech était énorme, on avait une des plus grosses équipes de data scientists de Paris et de France. On avait des scientifiques, des mathématiciens, 5 ou 6 thésards cifres, qui étaient vraiment des tronches. On avait un comité scientifique de très haut niveau. Et effectivement, les gens nous disaient « Oh oui, mais non, il n'y a pas beaucoup de... Oui, bon, on sait ce que ça veut dire, l'évaluation d'un bien immobilier. Moi, j'ai vendu, moi, machin. Moi, je connais un agent immobilier, etc. » Et on essayait de leur montrer, mais ça rentrait pas. Et effectivement, on a mis des années avant d'être considéré comme une boîte de la French Tech. C'est hallucinant quand on y pense, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui avaient effectivement un discours peut-être plus poli et plus malin que nous, qui passaient pour des boîtes très tech, qui faisaient pas le 10e. Et nous, on a fait du machine learning et ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Très en avance. Il y a déjà 10 ans. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'équipes de data scientists dans les boîtes de tech. Bah non. Il y en a, on va pas généraliser, parce qu'il y a des gens qui font un vrai travail sérieux. Oui, mais il y a pas que ça. Il y a 10 ans, c'est il y a longtemps quand même. De ce point de vue-là. Alors je sais pas, mais moi je m'en voulais parce que je me disais, mais qu'est-ce que je manque ? Qu'est-ce qu'on fait mal pour pas faire passer ce discours, pour pas convaincre les gens ? On essayait, hein, et on a eu un mal de chien. À la fin, c'est pas très grave parce que ça parlait pour le consommateur, parce que sans qu'il se rende compte de la complexité de la machinerie derrière, qui était énorme. C'était simple à utiliser. Et c'était les prix les plus fiables, en fait. Ouais. C'était pas parfait, mais c'était ce qu'il y avait de plus proche de la réalité, largement devant toute la concurrence qui, elle, faisait pas du tout les mêmes investissements en data et en sciences. Pensait qu'avec une petite triangulation, on arrivait à faire un truc, ok, ça permettait de faire un lead et tout. Mais c'est pas comme ça qu'on gagne la confiance des gens. On gagnait la confiance des utilisateurs dans la durée parce qu'on avait des estimations super proches. Et c'est comme ça que la viralité montait et tout. Alors, nous, on ne reçoit pas les meilleurs agents, mais les meilleurs entrepreneurs, et il y en a beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai pas été invité tout de suite, alors. Ça fait 2 fois que tu viens. C'est vrai ? T'es venu sur 40 nuances de Next et sur Cash Out. Ah, c'est vrai, voilà. Thomas, c'est vrai. Mais c'est récent. Ouais.
Mais tu répondais plus aux appels. Mais tout ça pour dire que derrière les meilleurs entrepreneurs, en fait, c'est que derrière les réussites, il y a souvent des moments un peu clés et parfois ça tient un fil de se planter. On le dit souvent pour ceux qui nous suivent régulièrement. Et justement, dans la vie de meilleurs agents, dont tout le modèle reposait sur la valeur et la donnée que vous alliez chercher avec les notaires. Dis-moi, fais-moi un signe de tête si je peux poursuivre ma question. Tu peux poursuivre, poser la question à laquelle je n'ai jamais répondu jusqu'aujourd'hui, et pourtant aujourd'hui je vais. J'espère. Répondre. C'est aussi l'avantage dans Cash Out, il n'y a plus rien à... Oui. Mais typiquement, au bout de 3 ans, les notaires vont fermer l'accès aux data. Ouais. Et alors là... c'est la cata. En fait, on a un contrat avec les notaires d'accès aux données. À Paris, en Ile-de-France, et puis en fait, il y a une émission Capital sur nous. C'est jamais bon, ça? Oh non, c'était super, mais sauf que je pense que ça émeut beaucoup de notaires en France. Ils font trop de visibilité. Ils donnent l'impression qu'on est en train un peu de racketter et qu'on va squeezer tout le monde et tous ces racoleurs. Et je pense que dans la profession des notaires, il y a des gens qui n'ont pas forcément compris ce qu'on était en train de faire, notamment en province. Il y a eu des pressions, et du coup, alors je connais pas tout non plus. Ouais. Mais à un moment, ils ont décidé de ne pas renouveler le contrat. Et on se retrouve, ils ont honoré le contrat jusqu'à l'échéance, 3 ans. Mais au bout de 3 ans, plus de données. Alors qu'en fait, on était parti pour évidemment renouveler. Et donc après 3 ans, le site Meilleurs Agents était plus alimenté par les données des notaires. Et pour un site qui permet d'actualiser au plus fin, tous les mois, le prix de son appartement, celui qu'on convoite, celui qu'on veut vendre, faire les meilleurs indices de prix, ça a fait mal. Et on s'est retrouvé pendant 3 ans sans données notaires. Et donc, évidemment, je pense qu'il y a pas mal de boîtes dans notre situation qui auraient pu disparaître dans cette situation-là, oui. Et alors, comme toujours, la question c'est comment vous avez à la fois, alors déjà fait le dos rond au départ peut-être, et puis ensuite en fait craquer parce que pendant ces 3 ans-là, personne s'est rendu compte de rien. Personne s'est rendu compte de rien. Et ça, c'est un peu un miracle. Parce que vous étiez juste. Parce qu'on était juste, parce qu'on a eu une énorme équipe scientifique et de data, et qu'on a trouvé des parades. Je peux pas rentrer trop dans les détails, non pas parce que c'est caché, mais parce que ça deviendrait boring pour tout le monde, mais on est arrivé, on avait quand même des datas qui remontaient de nos premiers agents immobiliers partenaires. C'était pas du tout autant que les notaires, mais on avait quand même un peu d'informations. On avait des données. Vous à les extrapoler par rapport au passé. Ouais. Pas par rapport au passé. J'essaie de faire genre je comprends, mais... Non, mais on n'a pas besoin d'entrer dans ces détails-là, mais on avait quand même un flux de data continu qui n'était pas du tout aussi riche que celui des notaires, qui venait de nos agents partenaires. On avait des flux de data qui venaient de des particuliers. On a analysé les annonces, et les annonces, c'est pas du tout aussi précis en prix et en localisation et en description de biens que des vraies données notariales. Mais c'est là où on a développé des trésors d'ingéniosité pour géolocaliser les annonces, pour les suivre dans le temps, pour comprendre et anticiper à quel prix elles allaient finir dans le marché, reconstituer sur cette base des indices. On n'imagine pas ce qu'on a fait. Et on arrivait à faire des indices locaux par plaque. Donc par exemple, à Paris, il y avait une centaine de plaques qu'on faisait bouger, etc. Je rentre dans des détails, là. Ça devient trop compliqué. Mais on a déployé des trésors. J'ai un copain qui fait le Vendée Globe en ce moment. Il s'appelle Éric Bellion. Il est 26e aujourd'hui. Éric, tu m'entends pas maintenant, mais je t'envoie des bonnes ondes dans tous les sens du terme. Tu peux nous écouter en replay. Peut-être. Et Éric, il a connu toutes sortes de galères sur son premier Vendée Globe. Et quand il faisait des podcasts et il racontait des trucs, il dit, derrière chaque avarie et chaque coup dur, il y a une opportunité. Et on va devoir réinventer quelque chose. C'est le moment où il va falloir innover. Et si c'est pas sur cette course, c'est pour la prochaine. Toujours. Et du coup, c'est sûr qu'on avait une grosse avarie. Mais on avait une super équipe. Et à aucun moment on n'allait abandonner. Et oui, on a déployé des trésors d'ingéniosité. Et ce qu'on a dû développer pour parer à ce coup dur avec les notaires à Paris nous a aidé en fait pour développer d'autres solutions en province, parce qu'on n'a jamais pu avoir les données des notaires à Paris en dehors province, de... Ouais. On a récupéré les données des notaires à Paris 3 ans plus tard. On les a jamais eu en province. Et pourtant, on a eu des outils super fins. Et ça naît de ce moment difficile. Quand on dit que la grosse valeur est autour de la data, je pense que c'est bien de rappeler que vous n'avez jamais vendu ces datas. Alors les datas personnelles, c'est-à-dire le fait que les gens se renseignent chez nous, en fait, ils créent un compte et donnaient leur identité, leur adresse, leur email, leur numéro de téléphone. Nous n'avons jamais vendu
une seule information personnelle à qui que ce soit. Alors que ça valait de l'or. On savait avant tout le monde qui allait vendre et où et machin. On n'a jamais vendu ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'abord c'était religieux chez nous, mais c'est un calcul à long terme. Ce que nous fabriquions, c'était une plateforme dans laquelle les gens allaient avoir confiance. Et notre pouvoir de monétisation auprès des agences, c'est la confiance que nous faisaient les particuliers. Et ça se construit dans la durée, ça peut se casser très vite. Ouais. Mais ça ne se rachète pas une seconde fois. Non, voilà. Non, ça, c'est sûr que c'était très important. Beaucoup de gens à notre place nous ont dit, mais vous êtes fous, bien sûr qu'il faut revendre cette data et tout. Ben non, bien sûr que non. On va accélérer vers les négos. Tu trouves que je réponds trop lentement ? Pas du tout. C'est juste que je veux aller au bout de l'histoire. Fais attention, sinon avant que Sacha nous quitte et mon call d'après. Sacha, il a des trucs plus importants. Mon call d'après. Ouais, c'est un call important. Vous me dites si je vous dérange, les garçons. Mais pas du tout. Et d'ailleurs, Sacha, tu m'as pas parlé de ton week-end. Pardon. Non, donc petit saut dans le temps vers les négos. Mais avant d'entrer dans cette phase de négo avec Axel Springer, je sais pas si je le prononce bien. Springer, pardon. La boîte représente quoi en termes de collaborateurs, peut-être de pays, de chiffre d'affaires? Tu as quelques données comme ça qui permettent de projeter? Dans ma mémoire, quand on vend, il y a 300 personnes chez Meilleurs Agents. On n'est qu'en France. Il y a à peu près un agent immobilier sur 2 en France qui est client. Notre chiffre d'affaires, et c'est du récurrent, parce qu'au début, on est parti sur des ventes de leads, mais en fait, on a basculé après en ouvrant la plateforme et on vend. C'est pas du SaaS, mais c'est de l'abonnement de visibilité et d'outils. Et on fait plus d'une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires avec une croissance supérieure à 50%. Voilà, ça c'est les grands chiffres. Et quand voilà, aujourd'hui, je sais que le business à l'intérieur du groupe, ça génère un ARR de plus de 100 millions d'euros. C'était un vrai business. C'était quelque chose qui était assez solide en pleine bourre. Et c'est pour ça, quand j'ai dit tout à l'heure que j'avais pas envie de vendre, on avait encore plein de choses à faire. Alors justement, écoute, super transition avant d'y aller. Tu disais, on n'a pas vendu 2 milliards. Comment on faisait une boîte qui se vend 2 milliards ? En allant au bout de la stratégie qu'on avait en tête, c'est-à-dire que notre stratégie, c'était étape 1, on fait la transparence sur les prix et on gagne la confiance des particuliers. Étape 2, on commercialise cette confiance auprès des agents immobiliers en les mettant en relation avec les vendeurs, parce qu'il y avait des sites d'annonces de type Se Loger qui les mettent en relation avec les acheteurs. Rachetés également par le même groupe. Oui, mais on connaît tous ces sites d'annonces, super, qui mettent en relation avec les acheteurs. Être en relation avec les vendeurs, ce qui est plus critique pour les agents immobiliers, ça c'était nouveau, c'était une innovation de Meilleurs Agents. Et on avait en tête des choses intéressantes pour bien comprendre ce qui était dans la tête des acheteurs, et on aurait été à terme dans une position où on pouvait mettre tout le monde d'accord, acheteurs, vendeurs et agents, dont on aurait revisité, je pense, le rôle en apportant plus de valeur ajoutée, mais aussi peut-être pour une commission plus faible. Le centre névralgique de... Oui, il nous fallait une dizaine d'années de plus, mais c'était ça le grand projet. Sans international pour arriver à... On n'avait pas besoin d'un... On aurait pu... Non. Ouais. Pour faire une boîte à 2 milliards, oui, parce qu'on aurait pu jouer vraiment un rôle de plaque centrale, plaque tournante du marché immobilier. C'est gros, parce qu'un marché immobilier comme le marché français, c'est 1 million de transactions par an à 250 000 euros pièce. Donc même ça 1%... Ça fait beaucoup de sous. C'est un très gros marché. En fait, en arrivant dans l'autre sens, tu voulais aller une étape encore après, celle de Se Loger. Qui s'est vendu, je crois, 10 ans avant, 700 millions, un truc comme ça. 500 millions qui étaient en bourse, 500 ou 600 millions qui étaient après le passage en bourse. Oui, parce que, en fait, Se Loger ou Meilleurs Agents version 1, c'est le prolongement du marché tel qu'on l'a. C'est une forme, il y a une digitalisation d'une des branches. Le projet dont je vous parle, c'était la digitalisation de l'ensemble du marché. Ce que j'arrive pas à projeter, Sébastien... Et ça n'a toujours pas été fait, mais c'est ça qui est intéressant. Là, je suis bluffé, mais j'arrive pas à savoir si c'est après coup que tu rationalises comme ça, étape 1 on fait ça, étape 2 on fait ça, étape 3 c'était la suite logique, on allait là. Et même après coup, c'est intéressant d'arriver à l'intellectualiser comme ça. Ou est-ce qu'en fait c'était globalement, au bout de 2-3 ans, ok. Non, on savait tout ça avant, je te le dis. Ok. Ouais. Ben, bon, j'ai hâte de voir. J'espère qu'on pourra faire le même exercice sur la nouvelle boîte. On fonctionne comme ça, quand tu veux, il n'y a pas de problème. On en parle après. Hein. Très bien.
Eh ben on y va, en tout cas pour la phase de négo. Le groupe allemand a peut-être pas été le seul à frapper aux portes, donc on va parler en tout cas de toutes ces phases de rapprochement, de négo, de haut, de bas, avec will.i.am, Scream and Shout. Feat Britney Spears. Bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. We saying oh, we oh, we oh, we oh. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. You are now rocking with will.i.am in Britney, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Bring the action. Rock and roll. Everybody, let's lose control. All the bottom, we let it go. Ça danse ici, hein. We ain't going slow. No, no. Hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Hey, yo. Rock it out, rock it now. If you know what we talking Donc là, comment ça se passe là? T'as décidé de vendre, t'as pas décidé de vendre, tout le monde t'appelle là. On est quand, là? Ah, là, on est au moment où tu amorces le virage de on va peut-être vendre la boîte, ou en tout cas il y a de l'intérêt. Ok, alors, déjà par rapport à ça, vous l'avez compris, moi je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la stratégie et la planification. Alors évidemment, quand on est entrepreneur, on sait qu'un plan c'est fait pour être revisité, mais les gens qui bossent avec moi et mes associés, ils le savent, je suis un peu un dingue de ça. Donc je vais passer beaucoup de temps, surtout en amont, à fixer un objectif final et des grands points d'étape. Donc la question de la vente, en réalité, on en a parlé au moment où on a monté la boîte. Donc 11 ans avant, et tous les ans, on revisitait le scénario pour savoir où on en était. En sachant que c'était une sortie possible. Oui, différents scénarios, et on revisitait ça. Et 1 an avant de lancer un processus, en fait, il y avait déjà toute une mécanique qui était initiée, enclenchée, où on commence à passer des messages dans le marché, notamment... De quel ordre? Je suis, par exemple, invité à Cannes au premier salon de International Private Equity Market, ça s'appelle IPEM, aujourd'hui je pense que c'est plus connu, c'était la toute première édition, je ne sais pas pourquoi, il a la gentillesse de m'inviter, et à l'occasion de ce salon, je passe des infos que je passe d'habitude absolument pas, sur notre chiffre, notre croissance, etc. Et puis je dis, d'ailleurs, on a des investisseurs qui sont là depuis longtemps, il faudra probablement organiser une liquidité à un moment ou à un autre. Et très vite, il y a un gars de Private Equity Magazine qui vient faire une interview et qui va dire, vous en êtes où? Et là, je passe des infos. Et donc, ça va diffuser très vite dans le marché à des fonds de Private Equity qui sont en fait dans ma ligne de mire, parce qu'à ce moment-là, je prépare pas une vente. Je prépare la liquidité des actionnaires qui sont là depuis longtemps, comme Alven, ça fait 9 ans qu'ils sont là, 8 ans, 9 ans. Et les ressources pour attaquer la deuxième phase du plan dont on vient de parler. Voilà. Et là, avec des informations comme celle-là, on prépare le terrain. Je fais une conférence à Madrid, qui est une conférence sur la PropTech, etc. Et là aussi, je fais une présentation où j'explique beaucoup mieux la stratégie et ce qu'on a en tête et tout. Et là, des gens nous découvrent, des Américains, etc. En disant, waouh, c'est quoi cet ovni et tout. Alors que jusque-là, j'étais plutôt low profile et tout. C'était exprès pour envoyer des signaux. Et tout ça, ça m'a amené, le moment venu, quand on a pris la banque Jefferies, comme pour nous accompagner dans le processus de levée de fonds. On a en fait ce qu'on appelle un dual track, c'est-à-dire recherche d'investisseurs, private equity, machin, et potentiellement un acquéreur. C'était pas forcément mon scénario préféré, mais on cherchait les deux en même temps. En fait, je dirais, le paysage, il était connu. Les gens qu'on devait
Pinguet, ils nous connaissaient déjà, ils avaient entendu des trucs, on avait déjà eu des interactions. Et moi, il y a très longtemps, quand je faisais le capital risque, il y a eu un moment où j'intervenais. C'était l'association européenne de capital risque et j'étais, entre guillemets, prof pour expliquer comment on préparait une sortie au fond de private equity. Donc j'ai fait ça pendant des années. Et donc là, c'était un peu le playbook que j'avais essayé d'enseigner. C'est un bien grand mot. En tout cas, je partageais des bonnes pratiques et j'essayais de l'appliquer à meilleurs agents. Et dans le playbook, on explique qu'une session, ça se prépare très longtemps en avance. C'est intégré à la stratégie ou une sortie en bourse, peu importe. On se découvre pas quelqu'un qui prépare dans la logique de liquidité en 6 mois. Non. Ça, c'est très, une très vraie vision important. stratégique de très long terme. Ça, je vais faire un petit arrêt sur image là-dessus, vraiment 2 secondes, pour dire que c'est vraiment un learning super, super important. Ça se prépare plusieurs années en amont. Alors, je vais te dire, tu vois, Sacha, day one, en fait, quand on a commencé, moi j'ai parlé de la sortie au moment de la création de la boîte avec mes associés. Et on n'a rien. Ouais. Ça se prépare, mais c'est pas toujours le cas. Et à ce micro, on a eu plein d'entrepreneurs où l'opportunité arrive à eux sans forcément qu'ils aient tout planifié. Mais quand ils sont encore plus forts, ceux-là, mais bon. C'est l'étape d'après, ça. Ça veut pas dire que tout s'est passé comme ils le souhaitaient non plus. Mais ce que tu partages me rappelle pas mal les échanges qu'on a vus avec Pierre Le Tanner. Je sais pas si tu le connais, qui avait l'eau écarlate, qui a vendu globalement un peu moins d'1 milliard. D'accord. Et qui racontait sa stratégie, pareil, très en amont, où il avait identifié les 4-5 repreneurs potentiels. Les 3 plus gros, il se dit, il y en a 2 qui sont sur tel système d'information. On passe tout sur ce système d'information pour que globalement, ce soit painless, ce soit plug and play. Et donc, c'est plein de micro-détails comme ça, moi, dont je me rappelle de nos échanges avec Pierre. Je sais pas s'il y a d'autres, ce qui peut sembler des détails, en fait, quand tu prépares ça si longtemps à l'avance. Mais voilà, c'est ces petits détails qui font, en fait, toute la différence. Toute la différence, il faut connaître ceux qui sont susceptibles, alors soit d'investir des très gros montants, parce que là on parle des fonds de Goldman Sachs ou Vitruvian ou General Atlantic, etc., qui sont quasiment des acquéreurs, ou des Axel Springer ou d'autres acteurs de l'industrie. Et en fait, ces gens-là, quand vous arrivez pour des opérations qui se comptent en centaines de millions ou en milliards, ils vont pas bouger s'ils vous connaissent pas. Donc, il faut avoir préparé le terrain avant. Il faut qu'ils connaissent la boîte. Pas en mode, cette boîte est à vendre ou machin, mais il faut déjà qu'ils la connaissent, qu'ils l'aiment bien, qu'ils la comprennent, et si possible, que vous ayez une relation personnelle avec ceux qui décident là. Pourquoi ? Parce que si vous fabriquez un processus compétitif, avec une banque qui va chercher à créer une émulation, etc., faut que les gens aillent vite. S'il y en a qui découvrent le dossier et qui ont besoin de semaines et de semaines et de semaines pour se familiariser, etc., et d'autres qui sont prêts à dégainer très vite, vous n'allez pas créer la tension concurrentielle. Donc en fait, il faut avoir, avant d'engager le processus de mise en concurrence, il faut avoir préparé ce terrain-là, et les gens vous connaissent et vous aiment bien. Alors ceux qui vous connaissent pas et vous aiment pas, ils sont pas dans le process, mais sinon, les autres, voilà. Et c'est comme ça que vous allez arriver à créer quelque chose, je crois. Je sais plus quel est le pourcentage qu'on m'avait partagé, mais globalement, dans 80% des cas, les gens connaissent le repreneur final, se sont croisés. Mais bien sûr. Sur la stratégie... Donc, pardon, je te coupe Thomas, mais Axel Springer, le groupe qui détenait ce loger, moi j'avais des relations avec eux depuis 7 ans, 8 ans. On était concurrents, ils nous détestaient, parfois on les aimait pas, et puis on s'aimait bien, etc. Mais en même temps, on se respecte. Absolument. Voilà. Et on se voyait. Et Andreas Wille, qui a été en fait l'architecte du rachat par Axel Springer, cet Allemand parfaitement francophone, etc., et francophile, on est allé au foot ensemble avant, on a fait des choses, on a dîné, on se connaissait. Et donc quand après, il a été mis dans un processus, on s'est parlé. Et il y a des moments, le fait qu'on ait cette relation personnelle a joué un rôle énorme. Mais bien sûr. Et on savait très bien ce qu'on faisait dans les années qui précédaient. On savait qu'on préparait ça. Alors je suis pas là pour raconter ma vie, mais moi j'ai fait ma dernière boîte 1 an avant de l'avoir lancée. J'ai rencontré le groupe américain qui faisait ce que moi j'ai lancé en France, en Europe. Ça m'a donné l'idée de le faire. Et je me doutais qu'à un moment donné, ça serait un acquéreur potentiel. Et en fait, c'était pas un acquéreur potentiel, ça a été l'acquéreur de loin le plus évident. Et
c'est une bonne transition parce que il y avait le groupe Axel Springer. Tu vas y arriver, je vais y arriver Springer, mais si tu dis Springer. Et d'ailleurs, en fait, je me rends compte que tout à l'heure, j'ai dit à l'ouverture de ce podcast Sébastien Lafont et pas Sébastien Lafont. Oui. Et j'ai rien dit, t'as vu? T'as vu, j'ai rien dit. T'as vu? Je me suis dit, Thomas, à un moment, il va avoir la lumière. Et bah, non plus, je t'ai rien dit. mais t'as vu qu'on est sympa avec toi? C'est super, mais on a sympa, confiance en toi, surtout. Que du coup, je passe pour un con. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, un type qui progresse. On sait que tu travailles beaucoup. C'est exactement ça, constamment. Si on reste sur les acquéreurs potentiels, c'est pas toujours les mêmes, pas toujours avec les mêmes stratégies. Un groupe comme Meilleurs Agents aurait pu intéresser quel autre type d'acteur? Pour faire quoi? Alors, des autres acteurs du digital et des gens qui avaient déjà des sites d'annonces. Il n'y a pas que Axel Springer, il y en avait un certain nombre. Des gens du monde de l'immobilier. Je peux citer le groupe Nexity, par exemple, qui était très diversifié et qui avait envie d'être plus présent dans le digital. Des Américains. Des Américains, c'était un peu tôt pour eux. Mais ils y sont venus par la suite. C'était un groupe comme CoStar, qui était très très fort aux États-Unis, qui avait digitalisé le marché immobilier, mais sur la partie immobilier commercial et de bureau. Mais je savais qu'ils avaient envie, 1, d'aller vers le résidentiel, et 2, d'aller en Europe. Mais c'était trop tôt. C'était 2-3 ans trop tôt. Mais ça, c'est dommage, parce que ça aurait pu être un partenaire très chouette. Voilà, il y en a sûrement d'autres, mais voilà. Donc, vous allez lancer ce dual track. Combien de touches, combien de rendez-vous, et dans ces rendez-vous, est-ce qu'il y en a où vous avez dit c'est évident que non, que jamais, et pourquoi, et puis après on va rentrer un peu dans les négos. Alors, combien de touches? Je peux dire qu'à la fin, je crois qu'on a eu 5 offres, donc une offre d'Axel Springer et 4 offres de fonds. Ok. Axel Springer était le seul industriel. Il y avait une offre hybride avec un Italien des annonces, un gros site d'annonces italien. Comment? D'immobilier? Ouais. Hybride avec un gros fonds. Ensemble, ils faisaient une offre. Et c'était intéressant, mais c'était trop compliqué. Mais donc, voilà. Donc en fait, ça fait 5 offres. Et donc, on va dire 3 purs de gros fonds, une pure de industriel, et puis une hybride avec un fonds et un industriel. Donc ça, c'est ce qu'on obtient. Combien on a vu de gens par rapport aux 5? Je dirais une quinzaine peut-être. Ok. Entre 10 et 15. Oui. Et pas plus. Non, une dizaine, allez. Ouais. Mais une dizaine. Et notamment partie industrielle, j'avais pas envie qu'on voit trop de gens parce que d'abord, c'était pas mon scénario préféré. Ah ouais. Et puis je savais qu'en face, les gens qui étaient susceptibles de faire une offre allaient faire une offre assez basse. Et surtout les Français. Parce que ils étaient plutôt dans des logiques de racheter des boîtes un peu en difficulté, etc. Et c'était pas la logique dans laquelle on était. Donc j'avais pas envie qu'on passe trop de temps là-dessus. Et alors, double question, qu'est-ce qui a motivé votre choix à ce moment-là vers Axel Springer, et qu'est-ce qui a motivé le choix finalement de l'industriel? Qu'est-ce qui a fait que finalement vous avez été vers un industriel? Ça c'est une super question, Sacha, parce que dans l'équipe, alors il y avait les 4 fondateurs, plus les actionnaires, investisseurs, les financiers, plus un groupe de business angels qui nous ont accompagnés tout du long et qui ont mis plusieurs millions d'euros dans la durée, donc ils étaient encore présents, assez fortement. Donc on n'était pas seuls. Enfin, c'est quand même le management qui donne le là. Et nous, cofondateurs, on a été un peu divisés d'une certaine manière, parce que je pense que mes 3 cofondateurs, Pascal Boulanger, Julien Chessial, Jordan Sagnal, ils avaient plutôt envie de sortir à ce moment-là. Je pense qu'il y avait une certaine fatigue. Leur rôle aussi dans la boîte avait un peu changé. Voilà. Et moi, j'avais plus envie de continuer parce que j'avais cette envie, cette vision stratégique. D'aller à l'étape 3. Ouais. Mais on s'était dit... On y va ensemble. On commence ensemble, on finit ensemble. Et on s'était dit ça en 2008. Et du coup, j'ai suivi ça. Alors, ça n'a pas été un énorme sacrifice. Je suis pas là en train de me présenter en disant je me suis sacrifié pour eux. C'est pas ça, mais c'était important pour moi. C'est forcément une discussion oui. De fond.
qui se résout peut-être pas simplement en 10 minutes. Enfin, je sais pas combien de temps ou combien de soirées. Est-ce que c'est une longue soirée et à la fin de la soirée... Non, ça s'est fait en 2 discussions, je pense, et sans acrimonie. Ouais. Non. Sans acrimonie, non, il n'y a pas, non. Oh ben ça aurait pu. Si, c'est le genre de discussion qui peut amener un peu de température et de lumière, mais il n'y en a pas eu. Tu peux partager ton point de vue sans monter dans les tours. Voilà. Oui, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est quand dans des enjeux comme ça et quand les gens, parce que ça fait longtemps qu'on bosse, etc., le deal peut ne pas se reproduire et tout, ça peut amener des tensions dans les familles, tu sais pas ce qui se passe. C'est vrai. Donc, non, ça peut amener des tensions. Il n'y en a eu aucune. La frustration aussi. De la frustration. De ton côté, par exemple, qui voulait continuer. Oui. Ça aurait pu. Non, il n'y a pas eu. Et en fait, et c'est vraiment un des trucs les plus fantastiques que j'ai connus avec Meilleurs Agents, c'est que mes associés, que je ne connaissais pas avant de monter Meilleurs Agents, sont devenus plus que des associés. C'était devenu une deuxième famille. Mais pas une famille complaisante. Une deuxième famille, comme un commando peut être une famille, une équipe sportive peut devenir une famille, où on ne mélange pas tout, mais il y a un niveau de cohésion qui dépasse largement... et d'exigence aussi. La répartition des rôles. C'est que on a envie de réussir aussi pour l'autre et pour le groupe. Et ça nous a jamais quittés. Et ça, c'était plus important. Et bon, moi, j'avais mes objectifs personnels, mais le fait que mes copains soient plus satisfaits avec cette sortie industrielle, ça a compté pour moi. Je regrette absolument pas. De toute façon, je suis pas quelqu'un qui regrette les trucs. Et c'était important. Ça faisait partie de mes objectifs. C'est qu'ils soient bien. Sur les 5 offres, les deltas en montant, c'est le jour et la nuit, c'est assez proche. Les fonds de private equity, c'est dans une fourchette où on sait qu'ils savent, ils sont plusieurs. Ils savent qu'ils sont plusieurs, donc ils tapent un peu au-dessous. Tous Oui, ils sont entre 100 et 150. Ok. Et ils savent qu'on va devoir un peu les bouger et qu'il faudra monter. Et c'est le jeu. Oui, c'est le jeu. Mais ils savent très bien, il y a Jeffries au milieu et tout. L'industriel tape très au-dessous. Au départ. Et là, je comprends pas. C'est quoi très au-dessous? Parce que, donc ça finit à 200. Au-dessous de 100. Et ils ont fait n'importe quoi. Mais ils ont fait n'importe quoi. Et ça, c'est leur équipe de M&A interne, parce qu'ils ont décidé de ne pas prendre de banque. Leur équipe de M&A interne qui a dit nous, on pense qu'on doit pouvoir s'en sortir comme ça, ils seront contents de prendre le cash et tout. Et quand j'ai vu ça, je dis écoutez, c'est gentil, mais on passe à la suite, quoi. Est-ce que à l'époque, comme ils sont quand même du métier, enfin ils ont se loger entre autres. Ouais. Est-ce que à l'époque ils ont une réflexion stratégique en interne dans laquelle ils incluent les gens de se loger et dans laquelle ils disent est-ce que c'est must-have, buy or build, est-ce que on... Oui. Et les patrons de se loger à ce moment-là sont très promoteurs. C'est encore les fondateurs qui y sont à ce moment-là ou pas? Non, pas du tout. C'est management 3e manager post-sortie des fondateurs. Donc non. Mais c'est quand même des gens qui réfléchissent, qui se sont battus contre nous pendant des années sans arriver en fait à entamer notre truc. Et ils voient bien comment on est en train de bouger le marché. Et je pense qu'ils commencent à sentir qu'en réalité, se loger intouchable, en réalité, nous, petit à petit, on allait peut-être leur manger la laine sur le dos. Donc non, là, ils ont dit c'est must-have et c'est eux qui poussent pas mal. En revanche, au niveau KKR, qui est le gros fonds de private equity qui vient de rentrer dans le groupe Axel Springer et les équipes de M&A interne de Axel Springer, ils voient pas les choses de la manière aussi claire. C'est un modèle qu'ils comprennent pas, il n'existe pas en Allemagne, ils voient pas d'équivalent aux US. Et ils se sont plantés sur la valo. Et ils ont essayé de faire un coup. Et c'est là où, d'abord, moi, quand je vois l'offre... on fait une offre et on verra bien si ça passe, quoi. Ouais, bizarre. Le risque est que ça passe définitivement pour eux, ou à la fin, t'es quand même dans les dernières offres, ça se renégocie. Là, ça c'est... Honnêtement... Ça aurait pu être un no-go je vais te dire comment j'ai réagi, hein. Ouais. J'ai dit, moi, à l'équipe, j'ai parlé au cofondateur, j'ai appelé... les 2 gars du board qui étaient en pointe sur ce truc, j'ai dit je vais répondre à cette offre, je vais dire à la banque qu'on arrête les négociations avec eux. C'est-à-dire que cette offre-là, je la considère comme finale et que c'est pas la peine de revenir vers nous. Donc t'appelles au-dessus pour dire... Oui, et je leur parle pas directement, je dis c'est terminé, la négociation est terminée. Voilà. Et pourquoi ? Parce que c'est trop bas et c'est irrespectueux. Ouais. Donc c'est pas la peine qu'on discute avec des gens qui voient pas la valeur de ce qu'on est en train de faire. Point. Et c'est terminé. Comment ils vont réussir à revenir après ça? En fait, je pense que ça a fait un énorme pataquès chez eux.
Parce que Andreas Wille, qui lui avait la vision stratégique, qui nous suivait depuis longtemps, là, il s'est vraiment fâché parce que l'équipe Corporate Finance, qui pensait être plus maligne et faire un coup et tout, se rend compte que là, ils ont déconné. Moi, j'ai des offres supérieures de fonds de private equity qui payent jamais plus cher que les industriels, payent toujours moins cher. Donc là, ils ont complètement déconné. Et bon, moi, en fait, je suis déçu. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est même pas une posture de négociation. C'est terminé, Ouais. je vais pas perdre mon temps, on passe à autre chose. Parce que, bon, 75, c'est pas la peine qu'on discute. Enfin, voilà. Et là, ils ont fait des pieds et des mains pour me reparler, pas passer par la banque, parce que la banque, ils ont essayé, et la banque leur a dit, bah non, mais Sébastien, il est plus joignable, c'est terminé, la négociation, c'est fini. Et donc, comme j'avais ce contact personnel avec Andreas Wille, c'était un week-end, il m'appelle, il m'a dit, il faut qu'on se parle. Et donc, il vient? Non, on se parle. Mais je dis, mais vous avez complètement déconné. Il me dit, oui, je sais. Qu'est-ce qu'il faut pour revenir dans la danse? Je dis, je sais pas, parce que là, franchement, on est tellement loin. Est-ce que tu es sûr vraiment qu'on veut te vouloir parler? Il dit, oui, dis-moi. Je dis, au-dessous de 200, on discute pas. Point. Voilà. Et ils sont revenus avec une offre à 200. Et là, tu t'es pas dit, j'aurais dû dire en dessous de 250. Non. Non, parce que tu connaissais la valeur réelle et c'était de ta bien. boîte. C'était moins que ce que je pensais qu'on allait pouvoir obtenir en bossant 5 ou 10 ans de plus. Parce que je pense qu'on est sorti industriellement et par rapport à notre stratégie, on est sorti trop tôt. Mais à ce moment-là, c'était un très bon prix. C'était complètement cash. Et comme on avait des offres concurrentes pour d'autres solutions, ça nous a mis dans une posture, je dirais, de négociation assez ferme. Mais si ils étaient arrivés, qu'ils avaient fait une offre à 120, on aurait discuté avec eux et on n'aurait probablement pas terminé à 200. Voilà. Donc ils ont commis une erreur. Dans la suite des négos, je pense. Dans la suite des négos, il y a 2-3 moments un peu clés comme ça à partager. Il y en a 200. Hein. Mais bon, il y a des moments durs parce que et c'est difficile parce que on va peut-être se marier avec quelqu'un et en même temps il y a des moments où on est tout près de se fâcher. J'ai parlé de ça. C'est pour ça aussi qu'on prend des conseils. Pour prendre les coups au milieu, il faut prendre des bons conseils. Parfois, on dit « Ah, les banquiers servent à rien, etc. » Si, il faut des gens au milieu, ne serait-ce que pour prendre les coups ou passer les mauvais messages, parce que donner les coups, recevoir les coups, alors qu'en fait, on va se marier après, ça peut laisser des séquelles. Ouais. Ah bah oui. Ouais. Donc, il faut quelqu'un au milieu, parce que le banquier, il dégage après le deal. Et si lui, il a donné des coups ou reçu des coups, tout le monde s'en fout. Ouais. Oui, tout le monde s'en fout. Voilà. Donc ça, c'est très important d'avoir des bons intermédiaires qui vont être capables de jouer ce rôle. Voilà, de bosser avec eux. Une autre leçon, c'est que souvent les gens prennent des banquiers, des avocats, et il faut les prendre les plus compétents possibles, mais ça ne veut pas dire qu'on va se décharger sur eux. Et parfois, j'entends... personne qui connaît mieux la boîte que toi. Alors bon, ils n'ont pas fait leur boulot, ils n'ont pas bien fait mon deck, ou ils n'ont pas bien négocié le truc, ils ne comprenaient pas bien le positionnement de machin. Mais est-ce que tu leur as expliqué? Oui, c'est vraiment un binôme conforme. Bien sûr. Et voilà, bon, tous les deux, vous savez ça, mais je pense beaucoup d'entrepreneurs qui font ça pour la première fois se rendent pas compte à quel point il faut faire équipe avec ces conseils, aussi fort soit-il, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous, il faut bosser, et ils vont jamais sortir le meilleur deck tout seul. Non, ça marche pas, ils vont jamais faire la meilleure négo tout seul. Voilà. Donc c'est un instrument. Et il y a quelqu'un qui tient l'instrument. Et c'est le management de la boîte qui tient l'instrument. Mais l'instrument dépend de la data, et la data, c'est vous qui l'avez. Ouais. La data et l'ADN de la boîte. Ouais, c'est ça, et puis aussi, dépend du business. Et je reviens sur ce que tu as commencé à dire un petit peu au début. C'est qu'à un moment donné, pendant les phases de négo, tu as eu des moments où les chiffres n'étaient pas au top. Et ça aussi, c'est une des composantes de la vente. Mmh. Oui, on a eu très chaud à un moment. Ta traction des dernières semaines, des derniers mois. Oui, il faut être un peu irréprochable. Oui. Et c'est là où il faut avoir un management qui est bon, parce que un processus de vente comme celui-là prend du temps, prend de la bande passante énormément, à 1, 2, 3, 4 personnes du management. Et si derrière, il n'y a pas une équipe solide, et nous, c'était notre cas, parce qu'on avait un management très, très solide, on avait un COO, un CTO, qui n'étaient pas des fondateurs, mais qui avaient rejoint l'équipe et qui étaient très solides à la manœuvre et qui tenaient la boutique. Et ça a permis effectivement de gérer la négociation de manière sereine. Parce qu'ils ont délivré les chiffres, même s'il y a effectivement eu un petit coup d'accordéon. Oui, c'est des moments où on est en grande fragilité, bien sûr. Ouais. Bien sûr.
c'est important de pouvoir rester hyper focus aussi sur le business, quoi. Et oui, et c'est compliqué, mais c'est là où il faut une équipe pluridisciplinaire, faut un peu de profondeur, parce que quand on a un patron ou une patronne qui est chef d'orchestre, qui fait tout, il se retrouve à tenir un business à bout de bras et il a un process de vente qui prend 3-6 mois. S'il y a un moment difficile, ça peut tout mettre en risque. Je fais une ellipse pour parler de l'après, parce que là, définitivement, toi, tu iras pas au bout de cette interview. Malheureusement. Mais, la mort dans l'âme. Mais si on fait la petite ellipse sur l'après-session, on a parlé, il y a eu le signing, etc. Et puis il y a le lendemain. Écoute, je vais envoyer le son et puis j'ai 2-3 questions et quelques autres pour toi. Je vais te laisser dire le nom des chansons et des artistes maintenant. Stockholm's Vie, c'est ça? Ouais. I'll be honest for you. Yeah. C'est une pépite, ça. Hein. Ah oui, je suis content que tu découvres ça. I'm gonna tell you the truth. Yeah. You and me made a lover of an enemy. Yeah. Stockholm's Vie. We're gonna make a memory. Alors ça fait référence au syndrome de Stockholm, où tu tombes amoureux de celui qui t'a rendu captif. Made a lover of an enemy. Bon, on n'a jamais été ennemis avec ce logé, mais on a eu parfois des relations un peu tendues. Et là, on se retrouve dans le même groupe. Donc, c'est vrai que l'année où on a été ensemble, c'était une année qui était un challenge. C'était un challenge parce que je pense que tout le monde avait envie de bien faire, mais les cultures des deux boîtes étaient tellement différentes. Et je dis ça avec, je pense, beaucoup de respect, notamment pour les fondateurs de Ce Loger, qui étaient des gens très différents de nous. Je les connais pas bien, mais Ce Loger, c'est une machine marketing extraordinaire. Et je pense qu'ils ont toujours été plus forts que nous pour toute la partie marketing et pub. Et c'est leur force. Et nous, c'était pas là qu'elle était notre force. Ça veut pas dire qu'on était nuls là-dessus. Mais on était très forts sur la data et la science. C'est une boîte familiale, Ce Loger, non? Pas du tout? Non, pas familiale. Non, c'est 3 cofondateurs. Ok. Des Français, qui ont monté plein de trucs. Boîte Denis Chalumeau, Amal Amar. Oui, c'est ça. Ok. Et très fort. Gilles Blanchard. Très fort. Et très fort, marketing, commercialement et tout. C'était pas notre force. Nous, on était des brutes sur la data et la science. Et en fait, on est vraiment 2 animaux très différents. Et après, la culture de Ce Loger, différente, mais aussi, nous, on la connaît quand les fondateurs sont partis plus longtemps. Nous, c'était une culture tellement forte. La culture de meilleurs agents. Les gens, ils marchaient sur l'eau pour la boîte. Hein. Ils marchaient sur l'eau pour la boîte. Et donc, on avait une culture, et c'est pour ça que je réentreprends quelque chose. C'est parce que j'ai envie de vivre ça à nouveau. C'était juste dingue. Et c'est difficile de préserver une culture comme celle-là dans un grand groupe. D'ailleurs, le big boss, Mathias Döpfner, un jour, il a pris son jet et il m'a dit, Sébastien, il faut que tu restes. Ça, c'était trop sympa. Tu me poses pas la question, je devrais peut-être pas en parler comme ça, mais bon. J'ai pas envie de me vanter, mais il m'a dit, il faut que tu restes parce que la culture que vous avez montée, elle est géniale. Tu parles après les 1 an où tu étais loqué? Ouais, avant mon départ. Avant ton départ. Il m'a dit, il faut que tu restes, il faut que tu t'occupes du pôle digital. Parce que cette culture est géniale, il nous la faut. Et si tu t'en vas et si vous vous en allez, on va se retrouver avec des managers et ça va pas être la même histoire. C'est pas la même aventure. Ça va partir. J'ai plein de questions sur cette phase qui me passe par la tête. La première, c'est que mine de rien, et tu l'as dit, t'es captif, mais c'est encore un peu ta boîte, t'as la culture, t'as tout l'historique, mais c'est plus la tienne. Ça veut aussi dire que des choses changent. Alors je sais pas à quel point vous aviez encore la main sur tout, mais des fois c'est des micro-détails qui frottent un peu. Pour le dire gentiment. Ouais. On avait la main encore sur plein de choses, mais il fallait aussi qu'on soit des bons gars. On était quand même là pour aider Ce Loger sur sa stratégie data, mais sans dévorer meilleurs agents. Et ma conviction, c'était qu'on occupait 2 territoires très différents dans le marché, parce que
Et c'est formidable d'avoir 2 acteurs comme ça. Alors Sologé nous avait précédé dans l'histoire et a une reconnaissance de marque formidable. Mais Meilleurs Agents jouaient un rôle dans la tête des particuliers tout à fait différent. Et je pensais qu'il y avait vraiment une complémentarité très très grande à jouer, plutôt que de voir Sologé dévorer Meilleurs Agents comme une proie. Et ça, j'ai dû vraiment pas mal batailler à certains moments pour que les gens le comprennent. Plus que nécessaire, je crois. Autre chose, et je suis pas sûr d'après mon départ que ça a été totalement compris, malheureusement. Et puis après, il y a toute la couche admin de reporting d'un grand groupe et tout. Et ça me rendait dingue parce que on passait un temps. Moi, je suis un homme d'action et on passait trop de temps. Et dans des meetings, là, c'était pas possible, ça. Ouais. Et quand t'es un patron stratège et planificateur, comme tu l'es, tu nous l'as expliqué tout à l'heure, est-ce que c'est... Alors, c'est à double tranchant, hein, ça peut être soit, effectivement, tu touches plus du tout à ça, et parce que finalement, t'es dans un groupe et la stratégie, la planification, etc., ils te la donnent au fur et à mesure, et voilà, tu la reçois. Ou, au contraire, ça peut être un terrain de jeu beaucoup plus vaste, parce que tu es dans un groupe beaucoup plus grand, parce que le CEO du groupe, il te fait venir à côté et il te dit, vas-y, fais la strat avec moi. D'une certaine manière, Mathias Döpfner m'a proposé ça, parce qu'il m'a proposé de rester dans le groupe. Mais j'y ai pas cru dans le sens où... Et c'est quelqu'un de bien, vraiment quelqu'un de bien, et quelqu'un pour qui j'ai plus grand respect, tout comme Andreas Ville, vraiment c'était des gens formidables. J'ai senti la pesanteur du truc, parce que même Mathias, il a pas les mains complètement libres, la boîte est cotée, il y a KKR qui rentre. Et puis toutes les couches de contrôle, quand je vois les âneries qui avaient été faites par leur département M&A, etc., l'énergie qu'il fallait passer à certains niveaux pour les niveaux intermédiaires, parce que les big boss, en fait, ça va vite, en fait, avec eux. Mais derrière, il y a des couches, waouh. Et j'ai pas de patience pour ça. Donc, peut-être à tort. Ouais, je pense que c'était trop stratifié, trop politique pour moi. Autre question qui me vient, tu l'as dit, on a pris tout en cash tout de suite. Il y a une partie quand même où il y avait un earn-out à la fin de l'année. Zéro, ce qui pour moi était plutôt aussi une ânerie, mais bon, c'est bien commenté. En plus, il y a eu le Covid. Et pendant le Covid, le marché s'arrête. C'est pendant l'année qui suit. Les agents immobiliers peuvent plus travailler. Tous les sites d'annonces, les groupes d'annonces disent au secours, il faut qu'on arrête de facturer parce que nos agents immobiliers veulent plus payer. Et moi, je suis là. KKR commence à nous parler de plans de réduction des dépenses, des machins, de licenciements et tout. Je dis, ah non, ça va pas se passer comme ça pour nous. Nous, on n'est pas un site d'annonce d'abord. Et puis là, c'est là que notre COO, Olivier Daligo, a joué un rôle énorme parce que c'est lui qui avait la main sur le chiffre d'affaires. Et il me dit, Sébastien, nous, on va aider les agences à continuer à opérer dans le marché, même si tout est fermé, parce qu'ils vont pouvoir continuer à prospecter pour quand ça rouvrira. Et on va pas faire... Surtout que tout le monde voulait partir à la campagne. C'est vrai. Et on va pas faire de gratuité. Et ce qui est une posture vachement courageuse, hein. Tous les copains autour, ils faisaient la gratuité. Je dis, t'es sûr? Il dit oui. Et banco. Et là, on n'a pas de earn-out. J'ai pas d'upside. Et Olivier non plus, il n'a pas directement d'upside là-dessus. Et on y est allé. Ils l'ont fait. On a fait nos chiffres et même mieux. En année Covid. Well done. Ah ouais. Et là, chapeau à Olivier, parce que c'est lui qui m'a... Parce que sans lui, je n'y serais pas allé. Personne n'est revenu là-dessus dans le groupe Axel Springer pour me dire machin, mais c'est un tour de force. On a fait nos chiffres et au-dessus en année Covid. C'est juste fantastique. Et ça, pourquoi? C'est parce qu'il y a des gens compétents, c'est des gens qui étaient habités par la mission. Et ça, c'est l'esprit commando dont j'ai parlé tout à l'heure. Les gens marchaient sur l'eau. Et quand tu arrives à créer ce genre comme si c'était la leur, en fait. Mais oui, voilà. Absolument. Ouais. Et ça, quand tu arrives à créer ce genre de culture, et c'est ça, moi, qui m'anime, parce qu'on parle de stratégie, planification, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les cultures. C'est les cultures, la stratégie, la culture, alignée. Et quand on a les bonnes personnes aux bons endroits, on est inarrêtable. Voilà. Et ça m'a intéressé de vivre ça. Voilà. Je vais te laisser filer, Sacha. Je sais pas si on se revoit après, mais sinon je t'appelle. Au revoir. Ce n'est évidemment qu'un au revoir. Au revoir, Sacha. Et moi, merci beaucoup. Désolé de devoir partir un petit peu on plus sait tôt. que tu as des choses plus importantes à faire, mais bon, c'est comme ça dans la vie.
Ah, c'est vraiment important. Non, y a pas de souci, je te charrie. T'as un mot d'absence à laisser? Non, j'ai tenté une blague, pardon. Merci Sacha. Donc Sébastien, je te garde toujours dans cette phase. Tu parlais de ce dirigeant qui va te demander de rester, et puis à un moment tu vas acter que faut partir. J'ai 2 choses qui me viennent là-dessus. La première, c'est déjà les échanges avec les équipes, quand tu vas leur dire que effectivement dans 1 mois, dans 6 mois, je sais pas à quel moment tu les préviens, mais comment et quand tu vas leur dire. Les échanges avec les associés, où il y a peut-être un moment, une discussion, est-ce qu'il y en a un là finalement qui veut rester, ou est-ce qu'on part tous en même temps? Parce que voilà, je veux bien que tu me parles un peu de cette fin de l'histoire, meilleurs agents pour toi et les tiens. Alors, pour ce qui est de l'équipe au sens large, ouais, on a fait le dernier point entreprise, All Hands, dans nos magnifiques locaux du boulevard Haussmann, en face de la BPI. Et je me souviens très bien où tous les 4, on était avec nos sweatshirts meilleurs agents, et on a annoncé notre départ. Alors, l'équipe s'y attendait. Et on a toujours été de manière générale assez transparent. Donc, c'est pas une énorme surprise, mais il y avait quand même beaucoup d'émotions. Et quand t'as une culture forte, évidemment. Ouais. Évidemment. La bonne nouvelle, ce qui a aidé, c'est que l'équipe qui allait prendre les rênes, CFO qui devenait CEO, le CEO qui restait, le CTO qui restait, ils étaient très costauds, ils étaient en place depuis longtemps, quoi. La culture était là, ouais. C'est pas comme si ça passait dans les mains de gens qu'on connaissait pas, etc. En fait, il y avait vraiment une continuité. Ça avait été dealé en amont? Oui. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, je dirais c'était un fondu enchaîné sur ce plan-là. Après, il y a beaucoup d'émotions. Ils ont été assez sympas pour organiser une très grosse soirée pour nous, avec des discours, des machins. Il y avait des émotions très, très fortes, évidemment. Et dans ta tête à toi? C'était vraiment mixed feelings. Ça, c'est très dur, en fait. Ces moments-là sont très durs. À la fois, c'est la joie et c'est la fierté de voir tout ça. C'est la reconnaissance. Mais c'est aussi un adieu. C'est un horrible adieu. Parce qu'en fait, on s'est tellement donné. On fait tout ça. En fait, c'est un engagement total. On a plein d'amis autour de nous. C'est pas que des collaborateurs. C'est des gens dont on connaît les parcours. À certains moments, il y a des gens, on les connaît depuis 10 ans. Beaucoup de gens sont restés très longtemps. Il y avait les employés qu'on appelait, ou les collaborateurs boomerang. Beaucoup de gens sont partis et revenaient chez nous. On en rigolait parce qu'il y en avait plein. Et voilà. Donc, il y a une culture super forte, d'un attachement très fort aux gens. Les gens me l'ont pas dit, mais je pense qu'il y avait des gens qui devaient penser aussi que c'était un peu une trahison. Personne me l'a dit comme ça. Mais je pense qu'ils devaient se sentir un peu abandonnés. Et je sentais ça et ça me rendait malheureux. Et je me souviens du dernier jour où, après la soirée, je suis passé avec Joe, là, un de mes associés. J'avais mon caddie avec mes affaires de mon bureau, puis il y avait un tigre dans mon bureau. Et je me revois encore avec mon caddie et mon tigre passer dans les couloirs. Les gens me disaient au revoir. Et on allait au sous-sol pour mettre tout ça dans la voiture. Je pleurais pas, mais j'avais vraiment la larme à l'œil. C'était super dur. L'émotion était énorme. Et c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin par la suite, parce que j'avais besoin de coucher. Oui, une catharsis. Il faut faire le deuil de tout ça. Après la pression, il y a la dépression. Alors, j'ai pas fait une dépression, mais j'avais besoin de gérer cette baisse d'intensité. Plus personne t'appelle, plus machin. Plus... on va parler de juste après, justement. En musique toujours. Juste, j'ai l'image de toi avec ton caddie, un tic dedans. Ouais. C'est fabuleux. Tu es en podcast, tu fermes les yeux, chacun se fera l'image comme il veut, mais t'as une photo? Je dois pouvoir trouver... Oui, j'ai une photo, ouais. Je veux bien que tu me l'envoies. Ok. Et on part toujours en musique avec Charles Trenet. Que reste-t-il de nos amours? J'espère que j'ai bien prononcé. C'est parfait. Tu chantes un peu? Pas du tout. Plus assez comme ça. Parce que t'es une voix radio, hein? Ouais. Tiens. Ça aurait pu être une voix de crooner. C'est possible, mais on va pas tester. À ma porte, me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne.
et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent. T'as peut-être choisi pour une seule raison ce titre, et en même temps j'ai l'impression qu'il y a 100 000 fils à tirer de ce seul choix de chanson. Il y a plein de raisons. C'est un air que chantonnait mon père adoptif pendant des années, et je savais pas d'ailleurs ce que c'était, jusqu'à un jour où je suis allé sur un site qui s'appelait Midomi, une espèce de Shazam, et j'ai retrouvé ça. Je dis mais bon sang, c'est pas possible, c'est Charles Trenet. Et donc c'est une chanson que j'ai dans ma tête depuis l'enfance. C'est un clin d'œil à ma compagne, qui est la maman d'un petit garçon de 3 mois qu'on a eu ensemble, donc il y a très peu de temps. Donc une page qui se ferme avec et d'autres qui s'ouvrent. Et d'autres qui s'ouvrent, et la vie c'est une transition, mais l'amour est toujours la seule chose qui compte vraiment. Absolument, c'est le cœur de tout. Je pense qu'il faut faire les choses par amour. Et on peut aimer des gens, on peut aussi aimer des idées. Alors, il faut faire attention par rapport à aimer les idées, mais on peut avoir des idéaux. Mais mourir pour des idées, l'idée est excellente, mais j'ai pas la suite. Certains ont fait mourir de ne l'avoir pas eu, un truc comme ça. Ouais. Et donc, et comme j'ai aucune mémoire, je vais pas pouvoir mais je vois très bien ce à quoi tu fais référence. Oui, et je crois oui qu'il faut faire les choses par amour, et qu'il faut écouter son cœur, que c'est ce qui est le plus important dans la vie, bien sûr, y compris professionnellement. Voilà, une forme d'amour. T'as derrière, alors t'as une partie des paroles, on sent aussi beaucoup de mélancolie. C'était peut-être pas le choix de la chanson, mais tu parlais tout à l'heure de après la pression, la dépression, et t'as commencé à aller là-dessus, alors sans faire une dépression en tant que telle, mais tu l'as dit, ton téléphone sonne plus, c'est une partie de toi, même si tu peux y mettre tout le recul que tu veux, mais certains parlent d'extension d'eux-mêmes quand ils parlent de leur boîte. Et là, t'as plusieurs options en fait. Soit tu vas te la couler douce sur une plage avec un Cuba Libre parce que t'as les moyens, du temps et t'as envie de souffler. C'est pas le choix que t'as fait. D'autres partent tout de suite dans un projet. C'est pas non plus le choix que t'as fait. Même si là, tu repars. Ouais. C'est quoi à ce moment-là les doutes, les questionnements qui peuvent te traverser, ou au contraire les certitudes? Je pense que c'est évident pour personne de vendre sa boîte. On a la chance, dans le cas de Meilleurs Agents, de faire une sortie qui est une bonne sortie, une belle sortie, dont on est fier. Je pense à tous ceux aussi qui sortent et ça s'est pas bien passé. Et je dirais au vide que laisse le fait d'avoir plus sa boîte, si en plus on a le sentiment de l'échec. Je pense que c'est vraiment hyper dur. On n'a pas eu ça. Je renvoie juste ceux qui nous découvrent à l'épisode 8. D'accord. Voilà. L'épisode 8, c'est la cata. Okay. Il raconte, j'ai vendu par dépit, et à un moment sur une musique de Gladiateur, il rappelle tout en un bloc et il nous fait chialer. Voilà. Ok. Bon, moi je vais pas vous faire chialer, mais il y a beaucoup d'émotions derrière effectivement les parcours d'entrepreneurs, parce que ce sont des hommes et des femmes avec nos petits cœurs qui battent, et on met tout. On met tellement d'énergie, et sa famille avec soi, dans ces projets-là. Et donc, quand ça s'arrête, effectivement, il y a une rupture de charge, une rupture d'intensité qu'il faut savoir gérer, qui est un moment dangereux pour son équilibre personnel. Moi, j'ai eu la chance d'être accompagné par une psy depuis des années, qui est psy et masseuse. Avant la session. Ouais, depuis 2016. Ça accompagne. J'ai écrit mon bouquin, j'ai fait du sport, j'ai pris des vacances, etc. Mais ça se gère. Et Gilles Blanchard, un des cofondateurs de Sologer, que j'avais croisé sur un salon, il m'a dit « Attention, t'as vendu, fais gaffe. Après, il peut se passer plein de trucs et tout. » Et je vais pas rentrer dans les détails, mais il s'est passé plein de trucs dans ma vie, y compris des trucs pas simples.
Et oui, ça peut être un maelstrom. Mais bon, ça c'est la vie. Et en ce qui me concerne, je regrette rien. Je vis une vie intense, mais c'est certainement pas la fin. La vente, c'est pas la fin de l'histoire. Et oui, pour moi, il était hors de question que je m'arrête et que je me remette au golf ou ci ou ça. En revanche, je savais pas ce qu'allait être la suite. Et j'ai pris le temps. Je pense qu'il faut prendre du temps. On n'est pas prêt en 6 mois. Une histoire comme celle-là, elle met 1 an, 2 ans et demi à digérer. T'as même parlé de deuil. Hein. Bien sûr. Oui. Il faut faire un deuil, il faut le digérer. Oui, bien sûr. T'as 400 personnes, une boîte de 400 personnes que t'as montée avec tes copains de 0. On a un univers. Et puis du jour au lendemain, t'as plus rien. Donc c'est vrai que ça fait drôle. Toutes les analogies sont pas bonnes à tirer, hein, mais un deuil, tu vas avoir un mot, une chanson qui passe, une photo, et puis ça te ramène à l'aventure ou à la relation. Mais là, si on reste sur l'aventure, typiquement, est-ce que tu continues de regarder un peu ce que fait la boîte, ou au contraire, est-ce que tu essayes de te préserver au maximum en te disant maintenant c'est bon, j'ai laissé les clés, je ne regarde pas où va le véhicule? Je dirais que c'est entre les deux. Je suis absolument pas obsédé. Maintenant, quand je passe devant une agence, je vois un autocollant meilleures agences, ça me fait toujours plaisir. Quand je vois qu'il y en a de moins en moins, je me dis, il y a des choses qui sont pas faites. Il y a quelque temps, j'ai trouvé une estimation complètement déconnante quelque part. Ça m'arrangeait pas parce que c'était un appartement que je cherchais à vendre. Donc là, j'ai râlé et je leur ai parlé. Mais bon, voilà. Non, je suis pas insensible, mais je suis pas du tout obsédé. Il faut accepter, il faut lâcher. Mais c'est difficile d'être complètement indifférent. C'est difficile. Et surtout, bon, moi, ce qui m'a fait un petit peu de peine, c'est de voir que très vite, beaucoup de collaborateurs clés sont partis, et parce que j'ai compris que la culture avait complètement changé. C'est souvent mal. Il y avait des perles, il y avait une équipe incroyable, et je pense que ce qu'ils voulaient préserver, quand Mathias m'a dit reste s'il te plaît parce que sinon je sais ce qui va se passer, ils vont mettre des profils corporate et la culture va changer et les gens vont partir, et c'est exactement ça qui s'est produit. Et c'est triste, hein, c'était chronique d'une mort annoncée. Bon, ça fait pas plaisir. Ouais. Honnêtement, ça fait pas plaisir. Et après, les chiffres de la boîte sont bons, mais voilà. Mais après, comme tu l'as dit, pour toi, c'est pas la fin de l'aventure de vente. Non, pour eux, c'est pas non plus la fin. Oui, voilà, ils montent des boîtes, il y a plein de gens brillants et tout va bien. Et puis je vais remonter un truc avec mes copains, tout va bien. Et ben justement, tu vas remonter un truc avec tes copains, avec je crois 2 autres associés de Meilleurs Agents. Avec Jordan Sagnal, qui était notre CEO, cofondateur de Meilleurs Agents, et Julien Chessial, qui était notre CTO, cofondateur de Meilleurs Agents. Donc il manque Pascal Boulanger, qui était l'homme de l'immobilier, qui fait de l'immobilier, qui est toujours notre copain et tout, mais bon, sur cette nouvelle histoire qui parle pas d'immobilier, il est pas là. Est-ce que il avait pas envie d'y aller ou Non, il a pas envie d'y aller. Non, c'est vraiment pas son sujet, et il est très heureux de faire de l'immobilier. C'est sa passion. Donc, et nous, on n'allait pas se recoller un sujet immobilier, donc voilà. Et ben vous, votre sujet maintenant, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Et je pense, tu peux, et je pense que ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent se disent la même chose, ça doit pas être un petit projet autour de l'éducation. C'est un énorme projet. Et c'est un projet, et ça c'est chouette, qui nous porte complètement, il nous est tombé dessus. Parce que parfois on choisit le truc, on essaye de faire quelque chose de malin et tout. C'est pas ça en fait qui nous est arrivé. Ce sujet, on l'étudie avec une équipe qu'on suivait en mode studio. Ça fait 1 an. Et on pensait pas s'impliquer comme ça. Et en fait, en étudiant le sujet, on a découvert un truc extraordinaire qui s'est imposé à nous. Et on a senti presque comme une obligation de s'en occuper. On va pitcher. Il y a... C'est quoi, en mai-juin, t'es venu raconter à Vivatech, à Vivatech sur nos médias les prémices de ce projet. Ouais. Ça s'appelait Studimetrix. Ouais. Entre-temps, vous avez changé de nom, mais c'était un nom de code. Hein. On l'a francisé. Oui, je t'avais dit ça va pas durer, mais on n'est pas très loin. Ouais, c'est Edumetrix. Edumetrix, ouais. Pourquoi ICS. Pourquoi franciser, j'allais dire franciser. Alors, c'est plus international, parce que Edumetrix, ça marche en français et à l'étranger, et c'est mieux. Okay. Finalement, ça voyage mieux. Tandis que Study, ça fonctionnait pas. Study, c'est vraiment américain. Pour le coup, ça marche pas en français. Les Français peuvent le comprendre, mais voilà.
Et je pense que c'est mieux. Ok. Voilà. Enfin, ça nous plaît plus. Et tant mieux. Vous allez le porter pendant un moment, tant qu'à faire. Et si tu dois pitcher ce projet, et peut-être même, une fois que tu as fini d'expliquer ce que vous voulez faire là, un peu à l'image de comment tu m'as présenté la stratégie meilleur agent sur 10, 15, 20 ans, oui. Meilleurs agents, c'est quoi les 2, 3, 4, 5 grandes phases? Faut payer pour avoir ces infos, Thomas. Non, mais c'est ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Edumetrix? En fait, on veut s'occuper des jeunes lycéens, bon, ça peut être en seconde, première, terminale, qui vont se poser à un moment donné une question cruciale. Qu'est-ce qu'ils choisissent comme études supérieures? Et ça a tellement de conséquences pour leur avenir. Et aujourd'hui, c'est une source d'un stress immense. Pour eux, pour leurs parents. Pour leur famille. Et on est face à un choix qui est beaucoup plus complexe qu'il n'a été auparavant. Aujourd'hui, il y a 30 000 formations possibles en France. Je ne parle même pas de l'étranger. Il y a Parcoursup, qui est un facteur de stress. C'est un outil très puissant, dont je dirais pas de mal, parce que il est assez critiqué, alors qu'en fait, il fait plein de choses, mais il peut pas tout faire. Et donc, aider les étudiants, les futurs étudiants, à bien choisir leurs études supérieures, ça, c'est notre mission. On va le faire en fabriquant une plateforme dont l'objet est de faire la plus totale transparence sur toutes les études supérieures disponibles en France. Ça me rappelle un pitch sur un autre c'est domaine. vrai, il y a quand même un peu des liens. Ben, c'est pour ça que ça nous est tombé dessus, parce qu'on s'est rendu compte que ce sujet qui concerne tellement de familles, parce que le nombre de gens qu'on a vu, enfin, en fait, il n'y a quasiment pas d'exception. Tout le monde se sent concerné par ce truc. Autant l'immobilier, ça touchait des gens, mais bon, pas forcément tout le monde, et parfois ça amenait des remarques pas forcément super positives. Là, le sujet passionne tout le monde, et tout le monde a envie qu'on apporte des solutions. Parce que on souffre un peu tous d'un manque de transparence, d'un manque de compréhension, d'un manque de cohérence, un manque de conseils, d'accompagnement. Et on va vouloir fabriquer cette plateforme qui va vraiment chercher à rendre ce sujet le plus lisible, pédagogue, possible, de manière gratuite pour tous les étudiants et étudiantes de France. T'as un sujet, certes, de transparence, mais c'est aussi peut-être le meilleur moyen d'offrir l'égalité des chances. C'est de commencer par avoir la bonne information. Thomas, ça c'est un truc qui me tient vachement à cœur, parce que on sait que on n'est pas forcément tous ou dans le bon milieu, avec des parents qui savent tout, ou dans des lycées où il y a une super conseillère d'éducation, comme on en a rencontré, elles sont là depuis 20 ans, elles t'orientent super bien. Ben, ça, c'est plutôt l'exception que la règle. Il y a plein d'enfants et de jeunes lycéens qui sont loin des grandes villes, donc dans des milieux ruraux ou dans des toutes petites villes, qui sont dans des milieux pas forcément super favorisés, où les parents n'ont pas toutes les clés. Et c'est des gamins et des gamines qui sont potentiellement des super futurs étudiants. Et donc pour eux et pour elles, on veut fabriquer une solution gratuite, accessible, qui rétablit au maximum une égalité des opportunités et des chances. Ça, pour nous, c'est plus important que tout. On pense qu'il y a un super business à faire, mais parce que c'est important de faire tourner quelque chose pour avoir des moyens pour développer cette plateforme. Mais la mission, c'est ça. On fait ça pour elles et pour eux. Pour moi, tu as ce sujet de savoir que telle et telle formation existe et que ça peut être aussi une voie royale pour atteindre le métier ou le secteur qui t'intéresse. Et aussi, est-ce que tes parents, est-ce que ton oncle, ta tante connaissent la bonne voie? Mais après, t'as un autre sujet, et ça, c'est peut-être, j'imagine, ce qui est le plus compliqué à craquer, c'est pourquoi je suis fait. C'est-à-dire que je peux savoir que la voie royale, c'est de passer par ceci, l'ENA, ou machin, HEC, ou... Ouh là, tout de suite, des gros mots. Oui, tout le monde ne fait pas l'ENA ou HEC. Ça existe, mais bon, attention. Et justement, oui. Et donc, il y a aussi pourquoi je suis fait, oui. À quoi j'aspire. Oui. Et ça, enfin, je sais pas comment tu vas chercher la data, comment tu vas... Mais c'est, je pense, à minima l'étape 2. Oui, alors ça... Si c'est pas en étape 1. Oui, alors, oui. Thomas, ça c'est une très bonne question. On va procéder par étapes. Ouais. La première étape, c'est de fabriquer une plateforme gratuite qui va recenser l'ensemble des 30 000 formations disponibles en France en répondant à 3 questions. 1. Les conditions d'accès, académiques et économiques. 2. Le contenu de la formation et de la vie étudiante. 3. Les véritables débouchés de cette formation.
Et on veut... Typologie de poste. Exactement, salaire. les trajectoires. Et on veut le faire en bon moine de la data qu'on est et de la data science, parce que, comme tu l'as compris, c'est notre ADN, c'est notre culture. Et c'est pour ça qu'on va kiffer ce sujet à mort. Et je crois que les gens n'ont pas regardé ce sujet comme on est en train de le regarder. Non pas qu'on soit des génies, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ce qu'on avait fait avec la plateforme et la data science chez Meilleurs Agents, c'était ce qu'il fallait pour craquer ce sujet de transparence sur un champ aussi vaste et aussi complexe que celui de l'éducation supérieure. C'est qui les notaires dans cette histoire? Alors, l'État a beaucoup d'informations et beaucoup de données. Avec Parcoursup, alors le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère du Travail, il y a beaucoup de données et l'État fait plutôt un bon travail de collecte et de mise à disposition de données. Donc il y a plein de choses qui sont en open data, etc. Donc ça, c'est bien. Il y a encore plein de choses qu'ils ont et qui n'ont pas encore ouvertes et j'espère qu'on arrivera à discuter avec eux et leur montrer qu'on est capable de travailler pour le bien commun. Oui. Le modèle, a priori, repose plutôt sur les écoles qui cherchent à remplir certaines formations avec idéalement les bons profils en face. Dans la durée, ouais. Alors tu m'as parlé de l'étape 1. Étape 1, ouais. On construit cette plateforme ouverte qui est là pour informer les étudiants et leurs familles et de la manière la plus intègre et éclairée possible. Et c'est pas commercial du tout. Étape 2, il faut qu'on gagne la confiance des étudiants et de leurs familles. 2, les écoles, on va aller voir les écoles, et notamment les écoles du monde de l'école privée, qui est en forte croissance, même si toutes les formations vont être référencées sur le site de manière gratuite. Elles sont toutes là, privées, publiques. Mais on va aller voir les écoles petit à petit en installant une discussion en disant, voilà, nous, on voit les flux d'étudiants et on voit comment ils cherchent à s'orienter. Et on peut vous aider à faire en sorte, effectivement, d'attirer en nombre et en qualité les étudiants dont vous avez besoin. Et on va leur offrir, effectivement, en plus de l'information gratuite qui est disponible, les moyens de se mettre en avant sans perdre l'utilisateur final. Donc, il faudra bien flécher ce qui est de la promotion, de la mise en avant, de ce qui est de l'information brute fabriquée par nous. Mais typiquement, ensuite, cette data peut même avoir une incidence sur le contenu des formations. Comme tu vois loin. Ben oui. Parce que si effectivement on se rend compte que les débouchés sont pas au rendez-vous, effectivement par rétroaction dans la durée, il peut y avoir ce qu'on appelle des externalités positives, c'est-à-dire que ça peut amener certaines formations à se remettre en question. Et c'est ce que la transparence dans un marché peut faire. C'est effectivement la remise en question en disant ça amène pas les gens aux bons endroits, ça amène pas les étudiants vers les carrières qu'ils souhaitaient. Peut-être que c'est le moment de se remettre en question. Ça se voit, donc si on se remet pour question. Oui. Alors on n'est pas là pour distribuer des bons et des mauvais plans, on se voit pas. Voilà. Mais à minima, moi je le vois en tant qu'utilisateur. Bon voilà, Thomas, tu le vois pour moi. Mais effectivement, je pense que dans la durée, on voit pas ça de manière statique. Si on fait correctement notre travail, on va pouvoir réduire le nombre d'étudiants qui s'orientent mal. Tu sais, une classe d'âge qui arrive sur le marché, c'est 700 000 nouveaux étudiants chaque année. Et au total, il y a 3 millions d'étudiants. Ils font en moyenne des études de 2,5 années. Et bien sur Parcoursup, en plus des 700 000 qui arrivent chaque année, il y en a 200 000. Ils viennent des années précédentes parce qu'ils se sont trompés d'orientation. 200 000. Perte de temps. Non, mais on parle pas de 2 000 ou 20 000. 200 000 qui se sont pas bien orientés. C'est un quart. Le coût individuel est monstrueux. Le coût pour la collectivité, c'est 10 000 € par étudiant qui est payé par la collectivité ou par les familles. Ça fait 2 milliards d'euros. Il y a un gâchis humain et financier absolument monstrueux. Ça nous réveille la nuit. Il faut qu'on corrige ça. Et si on peut faire un peu diminuer ce chiffre, on sera très heureux. Et pendant ce temps-là, 1 an ou 2 ans de frustration à partir dans une voie qui est pas la tienne, à te poser 1000 questions, bref, tout ce que ça veut. Ou sortir d'une formation qui te mène pas du tout là où tu veux. Donc ça, si on peut effectivement réduire un peu ces pertes en ligne, on sera très content. La monétisation, tu l'as compris, elle doit se faire dans la durée et dans la concertation, je pense, dans une logique gagnant-gagnant avec les écoles, parce que on doit pouvoir gagner avec les écoles, en mettant en lumière en leur permettant de mettre en lumière leurs forces, sans tromper les étudiants, et de faire en sorte que tout le monde gagne à la fin. Donc ça, c'est comment une plateforme s'installe dans la durée. Elle fait gagner tous les participants. Écoute, a priori, vous avez réussi une fois.
C'est notre mission aujourd'hui. C'est plus qu'un business, Thomas. T'as le sentiment, non, mais je l'entends bien. Est-ce que t'as le sentiment de remettre un peu tapis quand même sur un second projet? Complètement. Tu vois, est-ce que t'as... Non, mais c'est intéressant. Oui. C'est pas j'ai réussi, donc on s'en fout, ou c'est sûr que je vais y arriver. C'est un peu le... Non, on va voir si c'est... J'ai parlé tout à l'heure de mon copain Éric Bellion au Vendée Globe. Ces gars font des choses. Je suis tellement admiratif. Je suis tellement incapable de faire ça. Mais si j'ose la comparaison, les gars l'ont fait une fois, ça les démange. J'ai envie de leur mettre une deuxième fois. Et je pense que quand tu es au milieu de l'océan Pacifique ou dans les 40e rugissants, t'es pas en train de te dire oui, c'est une redite, bon, je le refais, ou machin. T'es dedans, tu dois gérer ton truc. Et pourquoi t'y es? Parce que t'as décidé d'y aller. Donc on a un côté, on a envie d'aller au combat, mais parce que la mission nous habite. Et là, il y a une immense différence par rapport à Meilleurs Agents, que je commence à voir, c'est que on aimante les talents. Les gens viennent à nous. Déjà, notre directeur... scientifique, c'est un ancien du comité scientifique de Meilleurs Agents, c'est une tronche en mathématiques, Julien Randon, animateur du centre Borelli, master MVA, c'est les meilleurs mathématiciens en mathématiques appliquées de France. Il m'appelle quand il voit le projet, il dit « Je veux devenir votre directeur scientifique ». C'est trop bien. J'ai pas cité Valentine Mandon, qui cofonde la boîte avec nous et qui apporte du sang neuf, parce que c'est bien qu'il n'y ait pas que les vieux crétins de Meilleurs Agents, et elle a 27 ans. Et elle a une patate énorme, elle cofonde la boîte avec nous, et c'est génial. Donc on fait du vieux, on fait du neuf avec du vieux, et ça, non, c'est une nouvelle aventure, c'est fantastique. Sébastien, tu parlais du Vendée Globe, moi je te propose de franchir la ligne d'arrivée de ton cash out avec la dernière chanson, celle que tu as choisie pour nous dire comment tu avais fêté le deal, et on finit avec Bon Entendeur, VS Mouloudji, L'amour. On a commencé en parlant d'amour, on finit en parlant d'amour. Ben oui. Moi, j'ai beaucoup aimé ce temps passé ensemble. Je pense qu'on a éclaté le timing, mais quand on aime, on compte pas. Désolé Thomas. Ne le sois pas. L'amour, l'amour, l'amour.